Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello dame. Salut Justine. Ça va? Ça va très bien, merci. Tu vas bien? Ça va parfaitement bien. Merci de m'avoir invité. Mais merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Bah, ça me fait encore plus plaisir, je pense. Trop de politesse entre nous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je suis Dame et j'anime le podcast d'analyse musicale Écoute ça. Voilà, j'ai 33 ans et je suis enseignant dans la vie civile, je suis professeur des écoles. D'accord, ok. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton parcours? Eh ben, je suis un gros passionné de musique depuis très très longtemps. Et en Ok, fait, j'ai commencé la musique assez jeune. J'ai fait de la guitare quand j'avais. Je crois que ma première guitare, c'est quand j'avais eu 7 ans. On m'a offert une petite guitare classique. Je ne m'y suis pas vraiment mis tout de suite. J'ai commencé à m'y mettre un peu plus sérieusement vers 9 ans. Puis après, j'ai eu ma ok, grosse période de guitare vers mes 15, 16, 17, jusqu'à 20 ans. Là, c'était 2 heures par jour, quasiment incompressible. ok. C'est là que j'ai commencé à avoir vraiment un truc dévorant pour la musique. Alors, il y avait le cinéma qui cohabitait pas mal à ce moment-là. Et puis, Mhm. progressivement, le cinéma s'est un petit peu effacé. La musique a pris de plus en plus de place. Et puis, j'ai des marottes, en fait. J'ai une tendance à vouloir toujours intellectualiser les choses et faire de l'analyse sans cesse, sans cesse, sans cesse. D'accord. Et j'ai monté le podcast parce que je commençais à en avoir marre de saouler mes copains et mon entourage avec ma vision de la musique qui était pas forcément partagée. Et je me suis dit, bon, bah, fais un podcast, ce sera plus simple. Parce que là, au moins, les gens seront volontaires pour écouter tes trucs. Et voilà. Et avec. Ils seront consentants. Voilà. Et en plus de ça, j'ai eu un petit peu de chance puisque j'ai fini par rencontrer un public qui aime bien ce que je fais. Donc, je suis très content de ça. Donc, ça y est, j'ai arrêté d'embêter Ok. mon entourage et j'embête des gens qui sont volontaires maintenant. D'accord. Et justement, quel est ton rapport à la musique aujourd'hui? Tu me parles que tu l'intellectualises beaucoup, que tu en parles beaucoup au sein de ton podcast, mais à l'extérieur du podcast, est-ce que tu en fais? Est-ce que tu as un groupe? Est-ce que tu es musicien? Qu'est-ce que tu fais? Alors, des groupes, j'en ai eu plusieurs, mais toujours des petits trucs très locaux hein, qui ont jamais vraiment publié quoi que ce soit. Donc, pour de la musique, en fait, pour m'amuser à côté. Ce que j'ai beaucoup fait Mhm. pendant plusieurs années, c'était des vidéos sur Internet de reprises de guitare. Je crois que j'ai une chaîne sur laquelle il y en a plus de 150. Depuis Waouh, que je fais le podcast, j'ai arrêté ça parce que je trouve plus le temps de le faire, d'accord. mais je continue de faire beaucoup de guitare à la maison. Mhm. Et sinon, j'avais participé ma plus grosse expérience de groupe, on va dire, c'était avec un groupe près de chez moi hein, qui s'appelle Cool Cavemen. Et D'accord. j'avais rejoint le groupe pour les sessions d'enregistrement et pour les concerts pour leur dernier album. Donc c'était vers 2016, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu avant. Mhm. Et voilà, c'était le moment où je me suis retrouvé en studio à enregistrer des trucs et tout. Et puis finalement, maintenant, je fais de la musique dans mon coin. J'aimerais bien réussir à concrétiser un jour quelque chose et puis faire un album. Mais en fait, je pars dans tous les sens tout le temps. D'accord. Donc, je suis trop disparate pour vraiment me dire, allez, pose-toi, fais un truc. Ça n'aurait aucun sens. Dernièrement, j'ai fait une musique de jeu vidéo. Après, j'ai fait enfin, en mode 16 bits. En même temps, ce que je compose tout le temps, c'est de la guitare acoustique assez répétitive, façon musique minimaliste. Ça c'est le truc qui me plaît le plus à faire. Et à côté, Mhm. j'écris des morceaux de rock. Enfin, ça n'a aucun sens. Si je devais tout mettre sur je perdrais tout le monde. Donc, pour l'instant, c'est le bordel. Je trouverais bien un moment pour essayer de cadrer tout ça, mais voilà. Donc, ça reste plutôt pour moi, en fait, tout ça. D'accord. Est-ce que tu chantes? Non, je chante pas. Et c'est un de mes grands drames. C'est que je suis beaucoup, beaucoup trop pudique pour ça. Et j'aimerais beaucoup, hein, Oh. ça me permettrait peut-être de développer ma musique, hein, Mhm. mais pour l'instant, je me limite à des instrumentaux parce que, et comme j'aime pas les instrumentaux qui durent des plombes, je fais des trucs justement minimalistes aussi pour corriger ça. Mhm. Mais non, je chante pas, je suis beaucoup trop pudique. C'est fou ça.
Ah, T'as un super podcast et t'es là hyper souvent et on entend toujours ta voix, mais t'es très ouais, pudique. En même euh, temps, mais, j'avoue, chanter, parler, c'est différent. mais complètement. Et puis ma voix, j'ai fini par l'accepter Oui. parce que j'ai fait 400 heures de montage sur le podcast. Donc au bout d'un moment, on finit par plus en avoir grand-chose à faire. Mais au tout départ, je suis comme tout le monde. La voix, une Mhm. fois enregistrée, c'était ah, c'est ça ma voix. Bof. C'est affreux, c'est affreux. Et pourquoi est-ce que tu ne travailles pas totalement dans la musique? Tu es professeur des écoles, tu travailles énormément sur l'analyse musicale. Pourquoi t'as pas fait le combo professeur de musique? Ah, parce que j'ai aucune formation musicale. C'est tout l'intérêt aussi d'écouter ça, c'est Mm. que je me forme en même temps que je fais le podcast. Ok. C'est-à-dire que tout ce que j'ai emmagasiné comme bagage, c'est Mhm. du bagage d'autodidacte. C'est-à-dire que moi, j'ai appris les choses dans le désordre. Il y a encore des tas de choses que j'apprends aujourd'hui. Tu me demandes aujourd'hui de te donner le schéma je sais pas, moi, de la gamme mineure mélodique. Je suis incapable de te le faire. Mhm. Voilà, tous ces trucs-là, Moi pour non moi, ça plus. fait pas complètement sens. Bah oui, sauf que bon, moi, en principe, je l'explique, alors du coup, c'est un petit peu embêtant. Mais l'idée, c'est que je vais toujours déblayer devant moi quotidiennement pour aller chercher de plus en plus d'infos. Mais en Ok. réalité, j'ai pas de base de conservatoire, j'ai aucun diplôme de quoi que ce soit là-dedans. Et en fait, tout ce que le podcast tire, enfin, tous les avantages du podcast, c'est que à la fois, j'ai un regard d'autodidacte, donc j'essaie d'amener des personnes qui sont, on va dire, au même niveau que moi, voire qui connaissent encore moins de choses que moi, mais de façon très pédagogique, parce que du coup, je Mhm. sais à quel endroit est-ce que c'est difficile de comprendre certaines choses. Et en même temps, ben voilà, j'ai pas de. J'aimerais bien pouvoir prendre des cours, etc. Mais faut trouver le temps, faut trouver les moyens Mhm. financiers aussi à certains moments. Et puis voilà, il y a un petit peu. Pas, il est jamais trop tard, mais ça Bien sûr. demanderait. C'est un peu compliqué à faire ça maintenant, donc je continue comme je fais. Ok. Tu animes Écoute ça depuis 2017, c'est ça? Ouais. Mhm. Comment est-ce que tu as monté ce projet? Alors au départ, on était deux. Ok. Donc le podcast, c'est moi qui en ai eu l'idée, l'envie, qui est lancé tout l'aspect technique. Mais au départ, on Mhm. était deux avec mon pote Tom. L'idée, c'était qu'au moment où on a monté le podcast, lui allait déménager dans une autre région. Mhm. Et on avait un groupe ensemble. Et j'avais pas envie que la distance géographique, du coup, nous sépare un peu trop, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, Ok. on va lancer le podcast, ça nous permettra de garder contact pour parler de musique tout le temps. Donc, il a déménagé, il est allé vivre dans une autre région, donc ça nous permettait de continuer à converser de musique comme ça. Et puis, Mhm. chemin faisant, lui, il a eu un petit bébé, et puis petit à petit, j'ai fini par continuer le podcast tout seul dans mon coin. Mhm. Et voilà, et en fait, comme le podcast fonctionnait correctement, je me suis dit que je pouvais continuer. Et puis, au début, j'avais du mal à assumer le côté, euh, on va dire, frontman. Ok. Le fait en fait, j'aimais pas l'idée de personnaliser le podcast. Je voulais pas l'incarner. Et puis après, bon, Ok. la force des choses a fait que j'ai fini par complètement l'intégrer, quoi. Mhm. Pour quelle raison tu avais du mal à l'incarner? C'était quoi, du coup, d'être devant, oui, sur le devant de la scène tout seul? C'était ça la difficulté? Pas totalement. En fait, ce qui m'embêtait, c'était il y a plusieurs choses. Ça rejoint ce que je te disais sur le chant tout à l'heure. Il y avait une forme de pudeur. Mhm. Il y avait un truc D'accord. tu sais, il y a j'ai toujours eu l'impression que c'était pas poli, en fait, de se mettre trop en avant. Ok. Et du coup, j'avais ce recul-là. Il y avait aussi un petit syndrome de l'imposteur, comme beaucoup de monde Mhm. qui fait ce genre d'exercice. Cette idée de mais je suis qui moi pour donner des cours? En plus, tu sais, comme je te l'ai dit, j'ai pas de bagage théorique très solide. J'ai jamais fait Mhm. carrière dans la musique. J'ai pas de réseau. Je connais pas ce milieu. Voilà, moi, tout ce que je fais, c'est que j'ai des bonnes oreilles, je sais ce qui m'intéresse et je sais en parler. Mais bon, comme n'importe qui aurait envie de le faire, enfin pourrait le faire s'il avait le courage d'écrire un petit peu et de se documenter. Donc Mhm. c'est un travail de journaliste en fait que je fais finalement. Et je me dis juste, Absolument. il suffit juste d'avoir suffisamment de motivation pour le faire. Donc j'avais tous ces trucs-là qui se combinaient et qui fait que j'avais pas très envie de me mettre en avant. Je trouvais que le format était plus intéressant que la personne. Puis après, ben, tu te rends compte que tu peux pas complètement le désincarner non plus, parce que bon, ben, Oui. il y a plein de sujets sur lesquels j'ouvre grand ma tronche en mode tiens, sur ce truc-là, enfin, tu vois, je pense à des questions d'ordre social, etc. Là, en janvier, par exemple, j'avais sorti un épisode qui s'appelait Choisit-on vraiment son instrument de musique? Oui.
Et c'était suite à une lecture que j'avais faite. Et à ce moment-là, quand j'avais lu un bouquin, donc c'était Claire-Marie Leguet, c'est une pianiste concertiste. Et Mhm. je lisais son bouquin et en fait il y avait plein de, même si alors c'est très bien et je vais pas lui prêter des propos qu'elle a pas, mais dans son récit je sentais que le parcours qu'elle avait c'était un parcours quand même franchement privilégié et moi je me sentais très très loin de ça et ça m'agaçait en fait. Donc à D'accord. cet endroit-là je me dis bah oui mais c'est aussi parce que c'est ton vécu, ton regard en tant que fils de prolo, en tant que prof en REP+, tous ces trucs-là, ça fait que je me disais, Mhm. mais vous vous rendez pas compte, vous êtes là à dire la musique c'est facile. Mais non, c'est pas facile. La Bien sûr. musique, il faut avoir un milieu socioculturel approprié, on va dire, pour Mhm. évoluer comme elle a évolué. Il faut avoir des moyens financiers aussi pour avoir des cours, l'instrument. Enfin bref, et tout ça, ça m'avait agacé. Et du coup, je me dis, bah oui, évidemment, je peux pas faire un podcast désincarné, c'est pas possible. On a aussi Oui. nos visions, notre regard. Et à certains endroits, c'est salutaire. Quelles ont été les étapes que tu as franchies pour développer Écoute ça? Donc, tu as déjà eu l'idée. Comment Mhm. est venu le nom? À quel moment est venu le logo? Les réseaux sociaux? Le site? Comment est-ce que tu as construit tout ça? Comment est-ce que tu as développé toute cette toile pour essayer de faire rayonner ton podcast? Alors, petit bout par petit bout. En fait, au tout début, le podcast, il avait même pas du tout la même forme qu'il a aujourd'hui, puisque au départ, avec Tom, on était parti sur un format titre par titre. Donc l'idée, c'était découvrir un album et à chaque fin de morceau, c'était un truc préparé en amont, hein. Ça a toujours été un truc très très écrit, écoute ça. Donc D'accord. l'idée, c'était un morceau et on disait tout ce qu'il y avait à dire dessus. Puis on s'est rendu compte que c'était redondant, parce que sur un album, tu as souvent les mêmes thématiques qui sont abordées, la même façon de composer. Donc au final, on a fini par partir sur une analyse plus thématique, plus écrite, Mmh. plus problématisée d'une certaine manière. Donc ça, OK. c'est le départ. C'est-à-dire que la forme, elle a évolué. Ensuite, sur les aspects annexes, moi, j'avais aucune connaissance et compétences techniques sur la question du podcast, donc tout ce qui était flux RSS, etc. C'était un bordel sans nom pour moi. Donc là, je tire mon chapeau, et c'est l'occasion de le faire aussi en public, au site PodCloud, Mmh. qui donnait des tutos et surtout qui permettait d'héberger son podcast et de mettre en route un RSS de façon complètement accompagnée et gratuite. Donc, et OK. ça existe encore aujourd'hui. Donc si vous voulez commencer Oui. du podcast, c'est parfait, hein. Plutôt que passer par des providers payants, lancez-vous d'abord là-dessus. Ça coûte rien. Et après, vous changez. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mmh. Donc j'avais commencé avec PodCloud qui m'a réglé tous les problèmes techniques. J'avais aucune connaissance en visuel, donc j'ai fait un logo tout pourri limite sous Paint, qui était un... Alors, l'idée c'était déjà de mettre un CD, hein. Donc c'était un Oui. CD sur lequel j'avais écrit plein de conneries. Alors j'avais écrit, tu sais, c'était les espèces de trucs Lego là, écrits en tout petit. Et Énorme. j'avais écrit plein de conneries dedans. Et en fait, j'ai perdu le fichier d'origine et après, tout a été compressé sur les sites internet. Donc, je ne sais même plus ce qui était écrit dessus et je ne peux pas retrouver ce qui était écrit dessus. Pourtant, j'avais écrit des blagues. Euh, Ensuite, le logo a évolué parce que j'ai eu la chance d'avoir Mélanie Le Camus qui fait le podcast Il faut qu'on parle, Mmh. qui m'avait envoyé un logo qu'elle avait fait pour moi. Donc, je lui ai OK. refait un gros bisou en profitant Très de l'occasion. sympa. Donc c'était très sympa de sa part. Oui. Et le logo a changé une troisième fois parce que bon, je voulais le changer à chaque saison, mais maintenant je trouve que le logo que j'ai aujourd'hui me plaît bien, donc je l'ai refait Il est vraiment très avec un cool. pote. Oui, celui avec la loupe. Alors je vais y revenir sur la loupe, c'est important. Et le nom du podcast, je voulais un nom en deux mots. J'aimais bien l'idée Mmh mh. d'avoir un truc en deux mots qui soit assez percutant. J'aimais Mmh. bien l'idée d'un verbe, parce que j'aimais bien le côté péremptoire, injonctif. Ça me plaisait Mmh. bien. Et du coup, c'est devenu Écoute ça, et ça a été peut-être une des plus grosses erreurs du podcast à ses débuts. Pourquoi? Parce que si t'écris Écoute podcast sur Google, t'es mort. Il y a rien, t'existes pas. Parce que OK. n'importe quel site de radio te dit écoutez notre podcast. Et là, c'est Ah fichu. En bah termes de oui. référencement, t'es foutu. Ah, le SEO, il Ah est ouais, mort. voilà. Et après, écoute ça, tu tombes sur des sites de grammaire, le site du Becherel, etc. Enfin bref, c'était Ah l'enfer non. pendant les tout débuts. Donc ça a été très compliqué pour le référencement, c'était une plaie. Mais j'ai eu de la chance aussi parce que j'ai aussi rejoint le groupement de podcasts indépendants qui s'appelle Podcastéo, donc c'est une association. Et Mmh. chez Podcastéo, en fait, il y avait au moment où je les ai rejoints, ils faisaient un truc qui s'appelait les promotions croisées. Donc l'idée, c'était à chaque début ou fin de podcast, tu, tu faisais la promotion d'un podcast qui était dans ta branche, en fait. Et OK. moi, je connaissais personne à ce moment-là, et c'était le podcast Synth Squad, qui est un podcast dédié à la synthwave.
qui avaient fait la promotion croisée avec moi. Alors eux n'ont tiré absolument aucun bénéfice. Par contre, eux m'ont apporté mes premiers auditeurs et mes premières auditrices. Et après, de fil en aiguille, j'ai fini par avoir une poignée d'auditeurs et d'auditrices à droite à gauche. Et puis progressivement, ça a évolué. Et puis finalement, mon SEO s'est amélioré. Maintenant, quand tu tapes écoute ça, c'est bon, ça marche. Mais ça a mis du temps. Et pour revenir sur le logo, c'est pour ça que je voulais y revenir. Le logo, en fait, on percutait assez facilement que c'était un CD. Mais progressivement, j'ai fini par aimer mon nom de podcast parce que le podcast, donc c'était écoute ça, parce que c'était l'idée, comme si moi je filais un CD à mon pote en disant tiens, vas-y, écoute ce truc-là. Et finalement, le podcast a fini par vraiment devenir un truc très analytique, ce qu'il n'était pas au départ. Et je me suis dit que le nom était pas con parce que ça voulait dire écoute ça, mais ce truc-là, précisément dans ce morceau-là. C'est écoute cet instrument, écoute cette harmonie-là et tout ça. Et je trouvais que finalement, le titre marchait bien. Et comme l'analyse a pris le dessus, j'ai eu l'idée de mettre une loupe sur l'icône du CD et le logo s'est épuré de plus en plus. Tout ça, ça s'est fait petit à petit en 3 ans d'existence, quoi. T'as créé ton site web tout seul aussi ? Ouais. Ça a été... Au départ, j'avais fait un blog, mais j'arrivais pas à le tenir, c'était vraiment pénible. Puis il n'y avait pas beaucoup de visites, c'est-à-dire que ça demandait énormément de travail pour finalement une plus-value vraiment ridicule. J'ai préféré me concentrer sur l'écriture, donc pendant longtemps je l'ai laissé de côté. Puis après je me suis redit, après en fait j'ai eu d'autres trucs que j'ai voulu mettre sur le site. Alors il y a plusieurs choses, il y a la question du financement participatif, il y a le dossier de presse. Tu es sur Tipeee, il me semble. Ouais, c'est ça. J'ai fait un dossier de presse que je voulais pouvoir diffuser, mais je savais pas où le mettre. J'ai eu quelques retours, enfin quelques articles à droite à gauche, donc du coup je voulais les mettre en avant aussi. Bref, j'ai voulu faire un site. Je suis tombé sur un truc de formation pour faire un site web et tout ça. Je me suis pris un week-end et j'ai tout fait en un week-end. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais mais voilà, maintenant j'ai un truc fixe et c'est pas un format blog, c'est-à-dire que je mets mes articles, il se met à jour automatiquement quand les épisodes paraissent et voilà, c'est plus Aujourd'hui, il me sert en fait à mettre les listes parce que j'ai un format assez récent là, les Super Cover Battle où on fait avec un copain de podcast, Maxime du podcast Reconversion, on fait un classement des meilleures reprises et donc on avait besoin d'un site web pour héberger les fameuses listes et les playlists. Donc je me suis dit on va faire une page là-dessus, quoi. Ok. Justement, est-ce que tu peux me décrire un petit peu les différentes thématiques qu'il y a maintenant dans ton podcast ? Parce que alors, il y a les Super Cover Battle, il y a aussi tes épisodes hyper analytiques, il y a tes replays de Twitch, il y en a un paquet, là, t'as combien ? 79 épisodes au total. Et c'est devenu le bordel. Raconte-moi un peu tout ça. La 3e saison, ça a été la saison du bordel, faut le reconnaître. Okay. Bon, c'est pas très grave, hein, on me l'a jamais reproché, donc voilà, mais bon, je vais essayer de remettre un petit peu de cadre l'année prochaine. Surtout que là, je suis très motivé, mais je suis dans ma période burn-out, c'est comme ça tous les étés, mais donc là, j'ai un peu de mal à m'y mettre, mais je suis motivé, mais j'ai du mal à faire certaines choses. En fait, oui, alors le format de base, c'est les analyses. Mais les analyses, au départ, j'en faisais, quand j'y repense, c'est incroyable. J'en faisais une par semaine au début. Ça me semble complètement fou aujourd'hui, c'est inatteignable. Pourtant, d'ailleurs, quand je les réécoute, j'en ai réécouté un il n'y a pas longtemps en me disant tiens, qu'est-ce que ça a donné niveau évolution et tout ça. Et je me dis, en fait, toutes les briques étaient déjà là, mais je ne sais pas où je trouvais le temps pour faire ça. Ensuite, c'est devenu un tous les 15 jours, et puis là, on est plus à une analyse par mois. Mais il faut dire aussi que les analyses que j'ai faites ces derniers temps, il y a eu un épisode sur Shining, qui est un groupe de métal expérimental influencé par beaucoup de jazz et tout ça. Cet épisode-là, je l'ai fait en commun avec 2 invités. Donc c'est un épisode qui dure 2 heures, qui m'a demandé plus d'1 mois d'écriture, la lecture d'un mémoire d'université et tout. Enfin, c'était compliqué. L'épisode sur Stupéflip, ça faisait 6 mois que je traînais derrière moi. Je voulais faire les choses le mieux possible, dire le moins de conneries, même si j'en édite quand même. Donc il y a les épisodes d'analyse, ça me prend de plus en plus de temps parce que simplement je sais que c'est la plus grosse plus-value. Tu pousses encore plus en fait, peut-être. Tu vas encore plus chercher les trucs. Ouais, et ça devient de plus en plus compliqué à écrire, ça te prend de plus en plus de temps. Quand je me rends compte que l'épisode est moyen, des fois j'écris un truc, ça me prend des jours, et puis finalement je le concrétise pas. J'ai mon carnet qui est rempli d'analyses dont j'ai pas tiré d'épisode. Donc voilà, il y a ça. Les replays Twitch, c'était suite à une demande d'un auditeur qui a
qui a un handicap en fait, qui est non-voyant ou malvoyant et qui du coup m'avait dit tiens les replays Twitch, les trucs sur Twitch, ce serait cool que tu les mettes sur ton flux RSS, ça me permettrait d'en bénéficier. Donc D'accord. je m'étais jamais posé cette question-là, donc je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc je les ai mis, mais c'était pas le but au départ. Twitch, c'est vraiment le côté rigolo le soir. De discuter, c'est surtout que c'est un rapport direct avec les auditeurs et les auditrices, et ça c'est un truc que j'avais pas du tout avant. Et donc ça c'est un grand plaisir, parce que bon sinon on voit juste des stats qui veulent pas forcément dire grand chose, donc c'est un peu compliqué. Après il y a les zig de pod aussi que je fais pendant l'été, c'est là-dessus que je sèche en Oui. ce moment, c'est compliqué. D'accord. Donc ça c'est les podcasts qui m'envoient un morceau à analyser, et le but du jeu pour moi ça c'est un exercice vraiment, mais c'est peut-être le plus compliqué du coup, c'est que comme je fais pas le tri, j'accepte ce qu'on me donne, et le défi c'est de trouver quelque chose à dire, même sur un morceau qui parfois me parle pas du tout. Et donc il faut essayer de trouver un angle. Et là c'est vraiment pas évident, et cette année j'ai des trucs vraiment compliqués, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Donc je suis D'accord. très en retard, c'est catastrophique. Normalement je suis censé en sortir 8 sur l'été, on est le 13 août, j'en ai Wow. sorti un. Mais c'est pas grave, je vais étaler sur septembre. Et puis Game c'est tout bon. over. Ouais, là Ok. c'est bien la loose. Mais bon, je me suis engagé, donc je vais en faire quand même. Ok. Et puis après, il y a les super cover battles que j'ai mis en route il y a pas longtemps avec Maxime. Et ça, c'est à chaque fois, je mets un point d'honneur à toujours citer d'où ça vient. Donc je le dis et je le redis et je le redirai encore. Super cover battle jusqu'au nom, c'est emprunté à Super Ciné Battle, qui est le podcast que je préfère, qui est un podcast de cinéma où c'est Papa et Daniel Andreev font une liste Mhm. des meilleurs films. Et donc à chaque épisode, pareil, ils reçoivent des listes d'auditeurs avec des films qu'ils classent. Et c'est le podcast qui m'a donné envie de faire du podcast en fait. Donc alors c'est du cinéma. Par contre, je leur ai piqué le nom. Je leur ai emprunté le nom parce que pour moi c'est plus un hommage. C'est des gens qui ont on va dire un audimat que j'aurais jamais. Mais ouais, après le format est différent dans le sens où on a une liste fixe, nous, au départ, à chaque épisode. On connaît les trucs à l'avance. Ils sont bossés en amont. C'est un format un peu plus long. Enfin bref, il y a plein de choses sur lesquelles c'est forcément différent de Super Ciné Battle, mais c'est vraiment inspiré de leur format à eux. Et du coup, je leur redis merci pour tout ce qu'ils m'ont procuré comme plaisir à écouter leur podcast. Je sais pas s'ils m'écouteront un jour, et à la limite, je m'en fous pas mal, mais je le dirai toujours, et on le dit à chaque épisode parce que ça nous semble T'essayes pas de important. les identifier à chaque fois, non? C'est-à-dire T'essayes pas quand tu publies tes super cover battles, non, pas t'essayes du pas de les tout. identifier du Non, tout? pas du tout. J'aime pas le côté forcing en fait. Comme je te dis, Ok. je suis quelqu'un d'assez réservé. Enfin, sur certains trucs, voilà, il y a des endroits où je me dis ah ça se fait pas. Donc je me vois pas aller faire. Vous avez vu, j'ai sorti un truc en hommage à vous et tout. Non, je le fais pas. Si, je pense qu'ils sont au courant parce que on m'avait dit que Daniel Andreev, on avait entendu parler par un de ses auditeurs sur Twitch. Ok. Maxime est sur le Discord de tout ce qu'ils appellent le Kamui Robotics Universe, donc c'est les podcasts produits par Daniel Andreev. Donc je pense Mhm. qu'ils savent que ça existe, mais je vais pas leur dire allez écoutez ce qu'on fait, c'est trop cool. Ça se fait pas. Donc voilà. Comment est-ce que tu choisis tes invités, tes intervenants? Alors, j'essaie de faire en sorte que les intervenants qui arrivent sur l'émission, ce soit jamais gratuit. C'est-à-dire que j'aime pas quand un podcast invite des gens pour inviter des gens. Quand t'as un Ok. YouTuber qui débarque dans une émission et que la thématique est même pas en lien avec ce que le gars fait, enfin, encore une fois, je trouve que c'est déplacé en fait. Ça Mhm. prend les auditeurs et les auditrices pour des demeurés qui voient pas que c'est un appel publicitaire, et ça m'énerve. Donc Mhm. quand j'invite quelqu'un, quand je propose à quelqu'un de participer, c'est toujours parce qu'il y a une vraie plus-value, et c'est aussi généralement parce que c'est des gens que j'ai envie de rencontrer au micro aussi d'une certaine manière. Alors j'ai eu assez peu d'invités quand on fait le tour. Le tout premier, je crois que c'était Simon du podcast Les Carencés, parce que c'était un épisode sur le véganisme, enfin la thématique du véganisme dans la musique. D'accord. Là, sa légitimité a été trouvée. C'est un mec qui était fan de punk hardcore et de mouvements straight edge et tout ça. Donc c'est des mouvements dans lesquels en fait la thématique est très très abordée. Et lui-même faisait partie d'un podcast de référence sur la question du véganisme. Donc c'était top. Et puis après, petit à petit, il y a eu des invités à droite à gauche sur certains sujets. Les derniers en date, c'était pour Black Jazz, pour Shining, dont je parlais tout à l'heure. Donc j'avais invité Ouais. Antoine Gouritin,
Alors lui, il fait un podcast de politique qui s'appelle Le Monde Moderne. Pardon, Le Monde Moderne, c'est le site internet sur lequel, pour lequel sont faits les podcasts. Le podcast, c'est Ok. La République inaltérable. Mhm. Alors c'est un podcast que moi j'aime énormément et du coup, je suis un auditeur fidèle de cette émission-là. Par les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que qu'on aimait tous les deux ce groupe-là qui est finalement assez peu connu. Donc on a sympathisé et puis on s'est dit tiens on va faire un épisode là-dessus. Et au fur et à mesure de l'écriture, en fait, je suis tombé sur un mémoire écrit par c'était une étudiante en musicologie sur la question Mhm. de l'utilisation du saxophone dans le métal. J'ai lu son mémoire et je l'ai contacté en disant vas-y, on fait une interview dans l'épisode, quoi, ce sera cool. Et voilà, et dans les prochains épisodes à venir dans l'année, là, je suis en train de discuter avec Alexis Poulain, qui est journaliste, qui fait partie lui aussi c'est le, on va dire, c'est le binôme de Antoine Gouritin dans La République inaltérable. Alors lui, D'accord. il apprécie la musique punk. J'avais fait des épisodes sur la musique et la politique, et j'avais un peu laissé de côté ce sujet-là, alors que c'est un truc qui m'obsède. Et du coup, je me suis dit, tiens, bah, tu fais un podcast de politique, t'aimes bien la musique punk et tout ça, lui-même, il fait de la musique. Je me suis dit, bah, on va faire un truc sur la musique punk. Alors, sous quel axe, j'en sais rien encore, parce qu'il m'a juste Ok. envoyé une playlist. Donc, est-ce que ce sera sur comment ça a évolué musicalement, sur les combats dans les morceaux qu'il m'a envoyés? Je sais pas encore, c'est un Mhm. peu flou. Mais l'idée, c'est que, bon, si j'appelle Alexis Poulain, c'est pas juste parce que je me dis, tiens, Alexis Poulain, il va pouvoir m'amener telle personne. Ça m'intéresse Bien pas, sûr. ça. Donc voilà, et puis Bien après, sûr. d'autres invités, ben, on verra. Peut-être qu'un jour, j'aurai des artistes, des gens qui viennent de labels, des producteurs. Enfin voilà, moi j'aimerais bien avoir aussi des gens qui sont de ce milieu-là. Mhm. Après, comment je les contacte et est-ce qu'ils répondront? Est-ce que je trouverai un intérêt, une légitimité à inviter telle ou telle personne? Ça, j'en sais rien, on verra bien. Je fais pas trop les choses en avance en fait, donc ça dépend. Je pense pas que tu sois illégitime à contacter des artistes ou en tout cas des professionnels de l'industrie musicale pour parler musique, analyse musicale. Tout ce que tu proposes, c'est de super qualité. Moi qui suis pas musicienne, alors ça compte ou pas si on joue du ukulélé? Mais je suis pas une très grande musicienne. J'ai adoré. Et je pense que effectivement, en tout cas pour les auditeurs aujourd'hui de Justin Tunes, d'aller écouter ton podcast, il est génial. Merci. Et que tu proposes vraiment quelque chose de top. Ben, en Donc fait, fonce quoi. pour Invite être des gens. ouais, et surtout que pour en avoir parlé avec avec quelqu'un qui dirige un label il y a pas longtemps, je pense surtout que ce qui manque quand on regarde la presse spécialisée et sur internet et tout ça, c'est justement des informations sur le processus de composition, sur Mhm. parce que la musique, tout le monde est capable de comprendre que dans le cinéma, il y a des codes techniques qui permettent de faire comprendre, qui permettent en fait de faire en sorte que le film fonctionne sur les gens. Mhm. Euh, on est capable aujourd'hui de comprendre, parce que ça s'est beaucoup diffusé par le biais d'Internet, qu'un plan séquence, ça permet de mettre de l'immersion, etc. Donc maintenant, les gens savent ce que c'est un plan séquence, ils voient un petit peu les difficultés que ça pose, en quoi c'est un truc intéressant, à quel moment est-ce que c'est légitime, à quel moment est-ce que c'est un côté complètement matu vu et gratuit. Mhm. On est capable de le comprendre pour le cinéma, et j'ai pas l'impression qu'on le fasse tant que ça pour la musique, si ce n'est à Oui. destination de musiciens. Et c'est ça mon vrai Mhm. problème. C'est que sur YouTube, c'est un truc qui est ultra développé, hein, la pédagogie de la musique. Il y a des tas et des tas de gens qui font des trucs passionnants. Et j'ai une liste Ouais. longue comme le bras. Et d'ailleurs, j'avais fait un gros thread sur Twitter pour partager ça il y a pas longtemps. Il y a plein de choses. Par contre, j'ai l'impression que dans la presse musicale spécialisée, etc., en fait, on parle jamais vraiment tant de musique que des musiciens eux-mêmes, ou des musiciennes, ou de la prod, du son, mais pas de la musique, tu vois. Mhm. Dire que ouais, le processus d'enregistrement de la batterie de tel album, il est complètement fou parce qu'on a mis les... Ouais, c'est super intéressant, mais en fait, peut-être parler plus du jeu de batterie, en quoi... moi, ça me sidère toujours d'entendre des gens dire Mhm. tiens, tel batteur, c'est le meilleur batteur du monde. Je sais pas, Ringo Starr, le jeu de batterie de Ringo Starr, il est passionnant, il est fascinant. Bah, moi, j'ai écouté les Beatles pendant des années quand j'étais ado. J'ai jamais vu en quoi le jeu de batterie de Ringo Starr était passionnant. Parce que simplement, on m'avait Mhm. pas mis le nez sur qu'est-ce qu'était un jeu de batterie standardisé, on va dire, en quoi son Mhm. jeu à lui était plus intéressant qu'un autre.
Et en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est de dire, ben voilà, quand on vous dit, c'est l'idée de pas tout prendre pour parole d'évangile. Quand t'as quelqu'un qui te dit ce mec-là est un super guitariste, bah ouais, d'accord, prouve-le, explique-moi en quoi. Mhm. Euh, Bien sûr. et d'ailleurs, c'est même une grande escroquerie à mon sens, c'est que c'est aussi quelque chose que je fais dans le podcast. Il faut pas avoir peur non plus à certains endroits d'assassiner des idoles. T'as des grands musiciens qui sont importants dans l'histoire de la musique, mais qui sont en fait qui sont de grands artistes, mais qui n'étaient pas de grands musiciens. Alors après, ça peut être très différent. Tu peux avoir des grands musiciens, des gens très compétents techniquement, etc., mais qui font de la musique qui n'est pas intéressante. Mais tu as aussi des gens qui étaient juste là au bon endroit au bon moment, mais tu les ferais sortir aujourd'hui, ils vaudraient que dalle. Et en fait, le côté, tiens, cette personne-là, c'est une idole, donc il faut l'aimer, ben moi, ça me dérange. Donc je préfère prendre les choses autrement en disant, ok, voyons voir ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait comme musique. Et on va regarder ça plus en détail pour voir un petit peu justement pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant, pourquoi à ce moment-là c'était pertinent. C'est ça qui m'intéresse. Mais ça fait partie de mes obsessions depuis toujours. C'est mettre du sens parce que le côté péremptoire, ça tombe dessus en disant bah voilà, ce truc-là c'est très bien. Bah explique-moi. Alors après, il y a des choses qui sont aussi très instinctives, hein. Tu peux avoir de la musique, tu sais qu'elle marche sur toi, t'as aucune explication. Et heureusement, fort heureusement, j'ai ça aussi pour moi. Il y a des groupes, des fois, je me dis, mais ils cochent toutes les cases de tous les trucs que je déteste, et pourtant, waouh, ce morceau-là, il fonctionne. Et je me dis, ouais, mais il doit y avoir un truc que j'ai pas réussi à expliquer encore. Mais il y a quelque chose. Et Ok. c'est ça mon obsession. Alors, on va passer un petit peu sur l'aspect technique, du coup. Ouais. Pourquoi penses-tu qu'il est nécessaire de comprendre une chanson, un album ou un artiste? Bah ça c'est une de mes névroses. Je sais pas, j'ai pas une réponse universelle sur cette question-là. Ce qui me fascine dans la musique, c'est que quand on te propose un produit, un album, quelque chose comme ça, en principe, il est passé par tellement d'étapes que ce qu'on te donne, c'est censé être le plus près possible de ce que la personne avait dans la tête. Et ça, c'est un truc que je trouve génial. C'est la raison pour laquelle alors, j'adore aller voir des concerts, j'adore l'énergie des concerts, mais je n'écoute jamais de concerts. Tu vas pas me mettre un CD live, ça m'intéresse pas. Je préfère écouter des albums produits, etc. Et même les trucs qui ont demandé un travail de taré pendant des années. C'est tous ces trucs-là que j'aime bien. Parce que à un moment donné, j'aime bien l'idée de me dire ah ouais, bon, ce qu'ils nous donnent ou ce qu'elle nous donne, c'est exactement ça. Et ça fait partie de mes obsessions. Après, j'aime bien l'inverse. J'aime bien aussi découvrir des albums. Là, j'avais fait un épisode sur Métronomie il n'y a pas très longtemps. Et dans l'épisode de Métronomie, ce que je trouvais génial, c'était que y avait plein d'imperfections dans l'album. Et moi, je me disais, mais moi, en tant que gros mec super rigide, tous ces trucs-là, ça, je l'aurais refait. Ah, il y a un défaut là, je l'aurais refait. Ah, il y a un petit truc pas bien géré là, ça m'énerve, je l'aurais refait. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que le gars, ce soit dans sa mentalité de laisser des erreurs. Et en même temps, il laisse pas tout et n'importe quoi, il laisse des détails. C'est réfléchi. Ouais, et c'est tous ces trucs-là, je me dis, ben ça c'est beau. Alors tu vois, par exemple, c'est bête. Là, hier, je revenais en voiture de la plage, et j'écoutais un morceau de Billie Eilish, le morceau Bad Guy. C'est Bad Guy, hein, je crois. Bad Guy. Oui, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a deux trucs de snap, tu sais, les claquements de doigts. Et en fait, il y a un snap qui dure pendant quasiment tout le morceau. Et en écoutant, je me suis rendu compte que des snaps, il n'y en avait que deux. Il n'y avait que deux versions différentes du snap. C'est-à-dire que si le morceau dure tout le temps, ils n'ont pas enregistré 3 minutes de personnes qui claquaient des doigts. Ils ont enregistré 2 séquences différentes seulement. Donc il n'y a que 2 sections de snap et on les entend très distinctement une fois qu'on le sait. C'est-à-dire que tu en as un qui dure un tout petit peu plus longtemps que l'autre. Et en fait, du coup, tu les entends alterner. Et moi, ça, c'est con, mais hier en voiture, ça m'a fait ma journée. Je me suis dit, mais c'est génial, tu te rends pas compte. Alors, du coup, quand c'est comme ça, j'embête ma compagne. Je me te rends pas compte, ils ont un des albums qui s'est le plus vendu ces derniers temps. Et quand tu écoutes, en fait, il y a des trucs qui sont. Enfin, ça, c'est pas une erreur, mais parce que voilà, ils auraient pu en prendre qu'un seul, tu vois. Mais ils en prennent que 2, ils sont trop différents pour que ça passe complètement à l'as. Donc, un taré comme moi va le reconnaître et va se dire ah, c'est marrant parce que il y en a que 2 des snaps, tu vois, c'est con. Mais et j'aime bien ce genre de truc. C'est des détails. Il y a un autre détail qui m'avait marqué, c'était dans un album des Beatles, il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle I Want You, She's So Heavy. C'est un morceau qui est assez peu connu. Et quand tu écoutes les versions non remasterisées,
il y a un truc que j'adore et que je trouve vraiment génial, c'est tu entends que donc à la fin du couplet, à la fin du refrain, tu avais de la saturation et quand tu reviens sur le couplet, tu reviens en son clair. Et en fait, le truc chouette, c'est que les conditions d'enregistrement de l'époque font que tu entends le clic de la pédale de disto au moment où ça coupe. Et c'est con, mais maintenant, c'est un morceau que j'aime bien pour ça. Et les versions remasterisées dans lesquelles ça n'existe pas, ça m'ennuie. Je trouve que je me dis, il manque un truc. Il manque un. Il a perdu l'authenticité. Ouais, il y a un petit truc où je me dis, mais là, on était dans le studio avec eux, quoi. Et vous avez un petit peu abîmé le truc. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Mais tu vois, des fois, c'est des détails. Et je pense que beaucoup de monde peut trouver un détail qui lui plaît. Et j'avoue, moi, c'est un truc que j'aime bien aller chercher. Le titre, avant d'arriver à nos oreilles, passait par des étapes différentes. Est-ce que tu as relevé les étapes indispensables? Est-ce que tu as remarqué des similitudes dans les étapes? Qu'est-ce qui fait qu'un morceau part d'un point A et arrive dans nos oreilles? Tu veux dire à partir du processus de composition? Ouais. Ben, moi, ce que je trouve intéressant, c'est toute la musique qu'on n'entendra jamais. Il y a des fois, tu vois, t'écoutes des albums, des groupes où tu te dis, mais c'est pas possible de sortir des trucs comme ça en 2020. Il y a eu des trucs vachement plus intéressants. Vous êtes en train de nous sortir une suite d'accords qu'on a entendu 800 fois. C'est pénible. Et là, je me dis, mais quelles sont toutes les étapes qui ont mené à avoir toujours la même musique? Ça, c'est un truc qui m'embête. Par contre, des fois, tu tombes sur d'autres artistes où tu te dis, ok, le produit fini, c'est ça. Simplement, tu sais que pour arriver à un album de 10 titres, en fait, la personne elle en a peut-être composé 15 ou 20, 25, voire même plus que ça, peut-être même une centaine parfois. Et tu te dis, waouh, mais t'es capable de nous proposer un truc aussi bien. Et quels sont tous les trucs qui sont dans ta tête et qu'on n'entendra jamais? Ou alors, au contraire, quel est justement le tamis ou l'entonnoir qui fait qu'on arrive à avoir ce truc aussi beau, aussi réussi? Et du coup, quels sont les échecs, les trucs qui marchent moins bien, les trucs un peu plus médiums que tu as fait chez toi? Moi, c'est un truc que j'aime bien, que j'aime bien me poser comme question, même si c'est des trucs auxquels on n'aura jamais accès. Mais c'est pour ça que c'est intéressant parfois de tomber sur des rushs de studio ou des documentaires dans lesquels tu vois des groupes jouer en studio, ou même les B-sides. Tu vois, quand tu tombes sur des albums de B-sides, souvent les albums de B-sides sont quand même franchement pas géniaux. Et ils ont un seul intérêt, c'est ça, c'est de te dire, bah ouais, à un moment donné, quand tu vois l'album, les grands albums, ce sont des grands albums parce qu'à certains moments, il y a eu un processus d'écrémage, en fait. Et qu'il y a eu du monde autour aussi pour guider, pour diriger, pour faire en sorte que ce soit un grand album. Parce que sinon, même les plus grands artistes et les plus grands groupes ont composé des trucs pas top. C'est normal. Et à côté de ça, il y a aussi plein de tout petits groupes et des gens qui font de la musique dans leur salon et où tu te dis, parce que on connaît ça en littérature, tu vois, des auteurs qui sont connus après leur mort parce qu'on a retrouvé un manuscrit chez eux et ça devient des monstres de littérature. C'était Jeremy O'Toole, je crois que c'est ça son nom, le gars qui avait écrit La Conjuration des imbéciles. C'est un mec qui avait écrit un bouquin, un gros pavé, alors que moi j'ai détesté, mais bon, c'est pas la question. Et en fait, ce bouquin-là, il avait voulu le vendre à des éditeurs, on lui a refusé. Le mec l'a tellement mal vécu qu'il s'est suicidé. Sa mère a récupéré le manuscrit, elle l'a donné à un éditeur en lui disant vous vous rendez pas compte, mon gamin il s'est suicidé à cause de ce bouquin et tout ça, et faites un effort et lisez-le, les autres l'ont pas lu. Et le mec l'a lu, il l'a publié, c'est devenu un des plus grands succès de la littérature. Et tu te dis, on n'est pas à l'abri que ça arrive en musique, qu'un jour on retrouve un ordinateur chez quelqu'un et sur lequel tu as des trucs qui sont du fait à la maison et que ça déglingue tout. Et tu auras ça avec des gens qui vont découvrir tardivement des trucs qui sont restés sur Bandcamp, voire même sur des trucs plus tardifs encore. On va retrouver des trucs sur, je sais même plus comment s'appelait ce... MySpace. Ouais, sur MySpace. On va peut-être découvrir des trucs alors que les gens sont soit morts, soit devenus gardiens de parking, tu vois. Moi, je trouve ça assez fou de te dire que la musique, c'est quelque chose de tellement accessible d'une certaine manière. Après tout, tu veux faire de la musique, n'importe qui peut juste chanter chez lui, peut taper sur une table et faire de la musique, en fait. Donc, il y a un truc qui rend la musique très accessible, contrairement au cinéma, par exemple, et qui fait que il peut y avoir des trucs géniaux dont on n'aura jamais connaissance. Moi, je trouve ça fascinant. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que au début on disait, la question de est-ce que tu fais de la musique et tout ça. C'est justement tout un processus aussi intellectuel que j'ai depuis quelque temps, de me dire, ça y est, ta musique que tu fais pour toi, dis-toi simplement que, mais là, parce que moi je garde tout pour moi, vraiment, je partage que dalle, et je me dis, mais non, mets-la sur le net, parce que au final, si tu as 3 personnes qui écoutent et qui aiment bien, mais que c'est 3 personnes pour qui ça compte, c'est plus important que de les garder pour toi. Après tout, ça te coûte quoi d'autre? Ça me coûte rien, donc autant le faire. Et c'est ça que je trouve chouette dans la musique aussi, c'est que des fois, tu auras un truc qui va parler à fond à une personne.
mais l'important, c'est cette personne-là, quoi. Enfin, voilà, c'est tous ces trucs-là que je trouve cool dans la musique. Alors, je sais pas si je réponds bien à ta question, du coup, mais... J'ai plein d'autres questions qui arrivent, c'est trop intéressant. Vu que tu réfléchis beaucoup à la musique, toi, quand tu es dans le processus créatif, est-ce que justement ça filtre pas plein de choses? Est-ce que tu t'arrêtes pas en disant, bon, bah, du coup, cette grille d'accords, elle a déjà été utilisée à tel endroit des millions de fois, mais c'est affreux. Et complètement, bah c'est peut-être le truc le plus handicapant que je fasse. Hein. Là, actuellement, je suis en train de bosser sur essayer de faire un nouveau jingle pour la 4e saison d'Écoute ça. J'essaie de faire un petit truc sympathique et tout, et en fait c'est tout bête. L'autre jour je composais un riff qui me plaisait bien, et puis je le regarde et je fais bah non, ça ressemble à ça. Ouais, allez, tu jettes. Et alors que peut-être que ce truc-là il était trop cool et qu'il y allait avoir des gens qui allaient dire il est trop bien ton générique, et ouais, mais non, moi ça m'a fait penser à un truc, donc c'est mort. Oui, mais tu peux pas réinventer la roue. Bah non, je sais que je peux pas. Mais oui, justement, mais c'est pour ça que c'est compliqué. Et encore il y a 2 jours, j'avais composé une suite d'accords à la guitare. La suite d'accords, elle était basique. Du coup, l'idée c'est comment tu la rends moins basique. Par contre, ça c'est intéressant. C'est tiens, mets une nuance, rajoute un doigt à tel endroit. En plus, en étant autodidacte, il y a des endroits où juste c'est en mode tente, essaye, et puis tu verras ce que ça donnera. Et voilà, mais si, il faut que je reconnaisse que c'est peut-être le truc qui m'a le plus mis de frein dans ma vie, c'est ça. C'est que, comme je te disais, t'as des gens qui sabotent les 3/4 de ce qu'ils composent. Depuis que je suis ado, j'ai dû écrire franchement des centaines de petits riffs, et des trucs entiers, j'en ai fait très très peu, parce qu'à chaque fois je me disais « Ah non, c'est pas bien. Ah non, ça ressemble à d'autres trucs. Oh, c'est pas assez intéressant, c'est pas assez riche. Oh non, c'est de la pinta, on s'en fout. » Et voilà, tu vois, c'est con, parce que ouais, je me mets des énormes freins. Mais c'est hyper frustrant, c'est affreux. Bah oui, mais ça m'appartient. Il y a des gens qui ont pas du tout ce genre de freins et qui font des trucs très cool. Il y a des gens qui ont pas du tout ce genre de freins et du coup ils composent des trucs très chiants. Enfin voilà, mais chacun a son histoire, ses névroses et tout. Moi c'est celle-là, et du coup ça me complique la vie. Et puis en plus de ça, c'est pas le podcast qui va arranger les choses, parce que maintenant, à ouvrir ma tronche en disant ça c'est bien fait, ça c'est pas bien fait, bah on peut m'attendre au tournant, quoi. J'avoue, j'y avais pas pensé à ça. Mais non, mais le jour où je sors un truc, tout le monde va être déçu, hein, parce que moi, tout ce que je fais, même si j'aime bien la musique parfois un peu compliquée harmoniquement et tout ça, j'aime aussi des trucs très simples. J'aime beaucoup la musique de Philip Glass, par exemple, qui compose des trucs super simples. Moi, j'adore aussi un compositeur qui s'appelle Carter Burwell, qui fait les musiques des films des frères Cohen, qui fait de la musique minimaliste. Donc, t'as un thème, une boucle, et en fait, tu fais tourner le truc et tu mets juste des instruments par-dessus qui vont reprendre la même boucle quasiment. Et tu fais des morceaux qui durent 2 minutes 30. Alors que moi, j'aime bien parler de morceaux qui sont super compliqués, qui ont des structures pas possibles. Bah, en fait, quand je compose, moi, c'est des trucs qui font 2 minutes 30 avec un truc super répétitif. Alors que c'est des trucs que j'écoute que chez Philip Glass et chez Carter Burwell, quoi. Donc le jour où on va écouter, on va se dire « Ah, on va voir ce qu'il fait. Ah merde, il fait que ça, en fait. » Voilà, tu vas tomber dans les analyses des autres podcasts. Ouais, bah, peut-être bien. Mais après, les gens pourront dire « Ah, mais j'ai écouté ce qu'il a dit et du coup, je comprends d'où ça vient. » Et tant mieux. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qui fait, selon toi, la force d'une bonne chanson? Parce que tu dis qu'il y a des bonnes chansons, tu dis qu'il y a des mauvaises chansons. Est-ce que tu parles de structure? Est-ce que tu parles de mix? Est-ce que tu parles de choix de sonorité? Qu'est-ce qui fait, selon toi, une bonne chanson et aussi une mauvaise? Ça peut être plein de trucs. Alors, dans le podcast, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais pas l'incarner, c'est que dans ma vie de tous les jours, je suis vachement plus dur avec la musique que ce que je fais dans mon podcast. Parce que mon podcast, le but, c'est justement de vulgariser et d'ouvrir le maximum de choses au maximum de personnes. Donc, tu m'entendras rarement dans mon podcast dire que tel truc c'est de la merde. C'est quasiment, ça n'arrive quasiment jamais, sauf dans les super cover battles où il y a un côté, parce que c'est de la discussion, que c'est un peu plus rigolo et tout ça, donc il y a des petites provoques un peu faciles. Notamment, on en fout souvent dans la tronche du reggae parce que c'est rigolo. C'est un peu notre bouc émissaire de reggae. J'ai entendu. Ouais. Bon, alors écoute le prochain épisode parce qu'il y a un morceau de reggae qui sera bien classé. Voilà, spoiler alert. Ok. Donc comme quoi on n'est pas toujours complètement bloqué là-dessus. Mais oui, donc dans ma vie de tous les jours, je peux être quand même vachement plus dur. Hier, par exemple, sur Twitter, on me demandait mon avis sur Rihanna. Alors je m'étais jamais posé la question de Rihanna parce que c'est clairement pas le genre de musique qui m'attire. Donc j'ai écouté quelques morceaux à droite à gauche, et puis en fait j'ai écouté, donc je me suis dit, alors qu'est-ce que je connais? Oui, effectivement je connais Diamond, j'ai réécouté Diamond, je fais Diamond c'est cool. Puis après j'écoute d'autres trucs, et en fait tout le reste me parlait pas. Et pourquoi? Parce que quand tu désosses un petit peu la production, derrière j'entendais des suites d'accords que j'ai entendues 200 fois, ça me saoulait. Donc c'est ce qu'on appelle les cadences en fait.
Ça Ok. me gave d'entendre certaines cadences parce que j'en ai marre de les entendre. J'aime pas le type de chant parce que j'ai entendu 200 fois. J'aime pas la prod parce que c'est des trucs modernes, mais tu t'allumes ta radio, t'en entends 25. Tous ces trucs-là, Mhm. ça fait, en gros, tout ce qui sort pas du lot m'ennuie, mais terriblement. Moi, ce que j'aime bien en musique, c'est être surpris. Et après, la surprise, elle peut Mhm. passer par par plein de trucs. Comme je te disais, le truc des Beatles, c'est genre, bon, la chanson, je l'aimais bien, alors elle était intéressante pour plein d'autres raisons. Mais d'un seul coup, tu vas avoir un défaut dans la chanson et bim, ça va me donner un autre regard, tu vois. Ça va lui donner de Mhm. la personnalité. À d'autres moments, tu vas avoir, ouais, tu peux être fasciné par tout ce qui est sound design. Il y a un morceau, moi, qui qui m'a fasciné pendant des années. C'est un truc qui s'appelle Delirium Cordia. C'est pas tout à fait un morceau, c'est un album qui D'accord. dure 1 heure. C'est du groupe Fantomas de Mike Patton. Et Ok. c'est un truc qui est à la frontière entre la musique et la bande originale enfin, pas la bande originale de film, c'est de la musique bruitiste en fait. Donc t'as des moments qui sont très musicaux, d'autres moments c'est juste des bruitages. Et ce truc-là, il est génial. D'accord. Mais c'est du sound design, c'est pas vraiment de la musique. Après, Oui. tu vas avoir des chansons qui sont mais ultra bêtes et ultra basiques, mais qui font du bien parce que t'as une énergie pas possible. Moi, dans les gros coups de foot que j'ai eu ces dernières années, il y a Idols. Alors j'avais fait un épisode sur l'album d'Idols. Alors, il y a plein de Mhm. choses intéressantes dans Idols qui sont un peu cachées. Mais sinon, quand tu écoutes d'emblée, tu te dis, ouais, c'est du punk qui peut être parfois un peu bas du front, un peu sale et tout. Bah ouais, mais l'énergie qui s'en dégage, elle est cool. Quand tu écoutes Prodigy, les basses qui te font vibrer le bide, ça fait du bien. Donc il y a plein de choses en fait. Et ça appartient à chacun. Et c'est pour ça que dans le podcast, j'essaie de faire attention à jamais Ok. à jamais avoir un avis trop péremptoire, parce que ce qui me déplaît moi peut plaire à d'autres, et inversement. Mhm. Donc il y a plein de choses, mais bah, tu l'as dit, hein, ça peut passer par des façons d'aborder la musique, il y en a 500 000. Ça peut être les paroles, ça Oui. peut être les suites d'accords, ça peut être les instruments utilisés aussi, parce que tu peux avoir un truc super basique, mais avec des instruments que tu n'as jamais entendus. Donc, Oui. enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont très, très diverses. Et justement, comment est-ce qu'on fait ces choix? Je rencontre des artistes par le studio et aussi à l'extérieur, Oui. et ils composent. Ils font des choses qui leur ressemblent à eux. Mhm. Et après, tu as d'autres oreilles qui rentrent en jeu, surtout quand Ouais. tu arrives dans des labels. Ah bah bien Des sûr. gens qui vont apporter leur goût, leur vision. Alors des fois, ça match à fond, et des fois, les morceaux ne sont plus ce qu'ils étaient au départ. Mhm. Comment est-ce qu'on choisit, en fait? Alors, j'ai jamais été dans cette position-là et je connais pas d'artistes qui ont été confrontés à ça, donc du coup, j'aurais du mal à te répondre de façon pro. Moi, Mhm. je vais te donner juste une vision un peu naïve d'auditeur de musique. Euh, D'abord, à certains endroits, tu as aussi des rencontres artistiques qui se sont faites grâce à des arrangeurs. Tu as des gens qu'on a Oui. foutus dans des studios, à qui on a proposé un arrangeur ou une arrangeuse, je sais pas si ça se dit au féminin, mais allons-y, parce qu'on dit On va le jamais ces dire. noms-là au féminin. Et en fait, tu mets un arrangeur ou une arrangeuse derrière, et puis d'un seul coup, ton morceau qui était un truc super basique avec 4 accords devient un truc génial parce qu'il aura pensé ou Oui. elle aura pensé à te mettre un xylophone, à te sortir un instrument tibétain dont tu n'avais jamais entendu parler, parce que c'est le Mhm. boulot des arrangeurs. Donc le boulot Oui. d'arrangeur, moi, c'est un boulot qui me fascine. Mais voilà, où ils vont te changer des harmonies, ils vont te changer une note dans ton accord, mais d'un seul coup, ça va lui donner une couleur pas possible. Ça, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est même tout l'intérêt du truc, c'est que quelqu'un comme moi, qui est un autodidacte et qui va du coup avoir peut-être une vision un peu basique de la musique, tu lui mets un arrangeur ou une arrangeuse qui va avoir un regard plus affûté en termes de théorie, il va pouvoir Mhm. te dire, attends, on va épicer un peu les choses. Tu sais, c'est vraiment l'idée. Enfin, des fois, tu as des métaphores qui marchent bien. Celle de la cuisine, ça fonctionne parfaitement bien. Entre un plat de pâtes que tu fais chez toi et un plat de pâtes que tu vas manger dans un restaurant 3 étoiles, ben, techniquement, c'est des pâtes. Sauf que Mhm. la personne qui aura bossé le bazar, elle aura mis une façon de la cuisiner avec tels ingrédients, tel truc. Et en fait, d'un seul coup, tu peux changer mais complètement ce que tu avais au départ. Donc ça peut être des Mhm. rencontres bénéfiques. Après, tu peux avoir l'excès inverse. L'exemple que j'ai souvent en tête, c'est il y a un album de Fiona Apple qui a fait parler d'elle il y a pas longtemps parce qu'elle a ressorti un album il y a quelques semaines. D'accord. Fiona Apple avait sorti un album elle avait complètement composé, écrit un album qu'elle avait enregistré et tout ça, et son label lui a imposé de travailler avec John Bryan, qui est un grand producteur, et il a D'accord. repris l'album à zéro. Et la version John Bryan, en fait, elle est plus riche à certains endroits parce qu'il a mis des orchestrations un peu différentes et tout. Sauf qu'en fait, Mhm. de l'avis de la plupart des fans, dont moi, il a enlevé tout le sel de l'album. Et du coup, il y a deux versions de cet album. Alors, en gros, la version officielle, c'est celle de John Bryan parce que c'est celle du label. Et D'accord. ça a tellement déplu à Fiona Apple qu'elle l'a ressorti sous le manteau. Elle l'a fait leaker, en fait, sur le net. Et aujourd'hui, Mhm. l'album, il existe dans sa version démo. Et c'est une version qui est
tellement plus proche de ce que voulait l'artiste au départ qu'elle est reconnue aujourd'hui comme étant la version de Fiona Apple. Et comme, D'accord. à mon sens, ce qui compte le plus, c'est la vision de l'artiste avec ses défauts, et ben moi je préfère écouter la version de l'artiste. Mais j'exclus pas non plus le rôle des personnes dans les labels et compagnie qui vont parfois te transformer du plomb en or. Et c'est Ouais. possible. C'est vraiment très. C'est du cas par cas dans ces cas-là. Mhm. Mais après, en tant qu'artiste, par contre, il y a juste un truc que je garde en tête, c'est que à partir du moment où on essaie de te faire sembler à autre chose, c'est-à-dire si on te dit ton album, j'aimerais bien, moi, il va sonner comme cet album-là. Non, ça craint, ça craint. Sonner comme quelqu'un d'autre, ça craint. Et sonner comme comme un truc, et sonner comme une époque donnée aussi, franchement, ça craint. Parce que tu risques d'ancrer ton album dans une période. Du coup, tu peux faire un truc qui va marcher d'un coup. En termes de commerce, ce sera très bien, mais qui sera oublié dans les années d'après. Et t'as des groupes comme ça qui survivent pas, ou qui, du coup, qui ont peut-être moins de succès, ou qui n'arrivent pas à pérenniser des trucs. Je repense, là, il y a pas longtemps, je voyais près de chez moi, il va y avoir le groupe The Darkness qui va jouer dans pas longtemps. Et je me dis, The Darkness, quand ils avaient sorti I Believe in a Thing Called Love, c'était un succès, mais colossal. Tout le monde connaissait ce morceau. Et tu disais, ouais, ils ont trouvé un truc à l'instant T. Est-ce qu'ils ont su le pérenniser ? Ben non. Alors est-ce que c'est pas parce qu'à cet endroit-là, ils avaient un truc trop identifié, peut-être pas assez. Je sais pas ce qui s'est passé à cet endroit-là, mais ou pourquoi ça n'a pas marché après. Mais je me dis, peut-être que c'est dû à une période, une époque. Et en même temps, tu regardes des gens comme Bowie, ils ont réussi à traverser des dizaines d'années en faisant des trucs différents. Parce qu'il y a des trucs qui sont fascinants. Après, tu as des cas comme AC/DC qui fait 50 ans de carrière en faisant le même album. Metallica qui tente des trucs dans les années 90 et qui là maintenant revient à faire des choses comme ils faisaient avant. Enfin, il n'y a pas de règles, j'ai l'impression. Le seul truc qui compte, à mon sens, c'est une vraie sincérité. Parce que quand tu as des artistes qui se compromettent pour le succès, généralement on leur tourne le dos parce qu'on les voit comme des parvenus, et souvent c'est mérité quand ça arrive. Les Ou alors tu auditeurs, les attends auditrices 20 sont pas ans des vaches que à la lait, quoi. mode revienne. Ouais, aussi, ouais. Ouais, c'est possible. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment, hein. Il y a plein de bien groupes qui sûr. reviennent. Et puis là, en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde découvre que les modes sont cycliques. Ça me fait marrer. Ah ouais, les sons des années 80 sont revenus dans les années 2000, et là, on arrive aux années 90. Sans blague, no shit Sherlock. Regardez l'histoire, c'était la même chose dans les années 60. On a réécouté des trucs qui fonctionnaient comme dans les années 30, quoi. Enfin, les cycles de mode sont juste dus aux durées de vie des gens. Les trucs reviennent 30 ans après, parce que ce que tu as écouté dans ton adolescence, t'aimes bien le réécouter quand t'as 45 ans et que t'as de la thune, et puis en même temps tu fais écouter à tes propres enfants, donc du coup la génération des 20 ans en fait correspond à la génération de la jeunesse de leurs parents, et donc du coup ça repop. Enfin, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Enfin bref, voilà, donc je me dis, en fait, les producteurs, on a l'impression, waouh, ils ont senti le truc venir. Mais que dalle, ils ont juste réécouté la musique d'il y a 30 ans, et ils se sont dit, tiens, on va essayer de moderniser un petit peu ça. Ça a toujours marché comme ça. Puisqu'on parle de recettes, est-ce qu'il y a des ingrédients essentiels pour faire un bon album ? Comment est-ce qu'on structure un bon album ? Je sais pas trop. Je pense qu'il y a quand même besoin d'une cohérence d'ensemble. T'as besoin d'avoir un truc. Je sais pas où ça se situe par contre. Qu'un album soit cohérent. Il arrive que tu découvres des albums et tu te dis, c'est le bordel dans cet album, il y a un truc qui va pas. Cette dernière piste, qu'est-ce qu'elle fout là ? Il y a des moments où tu te dis, c'est pas logique. Et à d'autres moments, tu as des albums qui te semblent super cohérents de bout en bout, et quand tu écoutes ou tu lis des interviews, tu te rends compte qu'en fait, c'est des morceaux qui ont été écrits sur 10 ans, qui ont juste comme point commun d'avoir été enregistrés au même moment, mais qui viennent de plein de moments différents de la vie de la personne qui les a composés. Et tu te dis, waouh, mais ça a réussi à faire un truc cohérent qui tient la route. Des fois, c'est étonnant. Puis des fois, tu as des best-of qui sont des trucs qui étalent une carrière de 30 ans, et en fait, ça marche méga bien comme album parce que simplement, il y a un truc qui fonctionne dans son ensemble. Je pense que de ce côté-là, le seul truc qui marche, c'est l'identité, comme je te disais, hein, c'est la question de la sincérité, de la personnalité des artistes. Si les personnes ont des tics de... Alors moi, mon obsession, moi, c'est les tics de composition. Donc si tu as des tics de composition, a priori, même si tu fais 30 ans de musique, tu as des trucs qui vont revenir tout le temps. Ça peut passer par plein de détails. Chez un guitariste, ça peut être sa façon de ces types de rythmiques à la main droite. Ça peut être une façon d'utiliser par exemple, moi j'aime beaucoup Frank Zappa.
Et dans la façon Mhm. de composer de Frank Zappa, enfin de jouer ses solos, il a une tendance à mettre des cordes à vide tout le temps. Et des fois, en créant des dissonances, des trucs un peu bizarres et tout, n'empêche que t'entends 2 secondes d'un solo de Zappa, tu sais que c'est un solo de Zappa. Et je pense que c'est ça le secret pour qu'un album marche, c'est que tu sentes que c'est un truc qui correspond à cet artiste-là et pas un autre, ou à ce groupe-là et pas un autre, à ce moment-là dans leur Mhm. carrière. Je pense que c'est ça qui fonctionne le mieux. Et si en plus de ça, derrière, tu as une cohérence en termes de paroles, si tu fais un album où les pistes se suivent parce que tu fais un truc qui lie les pistes entre elles ou ce genre de truc, alors là, ça peut être encore mieux. Mais ça correspond pas forcément. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'industrie musicale change. Et on voit de plus en plus d'artistes sortir des EP ou des singles séparément, puis après les compiler en album. Un peu comme on faisait dans Mhm. les années 60, hein. D'ailleurs, les années 60, on sortait Mhm. les trucs en single et à la fin, on faisait un album. Mais parce que c'est genre, bon, bah maintenant qu'on a fait 6 singles, bon, autant faire un vinyle complet avec 10 titres. Et donc, on recomposait des trucs un peu à l'arrache derrière. Et ben aujourd'hui, tu vois que tu as des artistes qui sortent des trucs de façon très sporadique parce que ça correspond à l'économie d'aujourd'hui. Un artiste qui va Mhm. sortir un morceau toutes les semaines, bah, il s'assure de garder une actualité. Les gens qui vont découvrir au troisième titre vont réécouter les premiers, et du coup, ça rend le truc plus pérenne aussi. Et Mhm. là où ça devient difficile, c'est de réussir à faire en sorte que tout ça tienne la route sur un album. C'est intéressant de voir Oui. comment ça a bougé ces questions-là. Je sais pas si le streaming va amener ce genre de truc complètement. Pendant un moment, c'était craint par beaucoup de monde. Je vois qu'aujourd'hui, les albums existent encore, hein. Quand on parlait de la fin des CD, c'est complètement faux aujourd'hui. Mais ça reste quand même quelque chose qui se fait de plus en plus, de sortir des trucs à droite à gauche. Et je suis assez curieux de voir comment tu arrives à combiner du coup tout ça et à faire un truc cohérent. Mhm. L'avantage de pouvoir sortir des sons toutes les semaines, c'est effectivement d'avoir une actu récurrente. Ouais. La difficulté, c'est de garder la qualité, en Ah bah, fait, et de pas être plutôt dans la quantité. ouais. Et, Ou et ça, alors, beaucoup d'artistes ont du mal, en fait, à intégrer non pas la qualité, mais en tout cas, ils ont envie d'être toujours présents, mais tu sais, juste pour être visible sur le web. ah bah oui. On parle de carrière en nombre de vues, tu vois, en nombre Mhm. de streams, et non pas en termes musical, pour essayer d'avoir des ultra fans, Ouais. de délivrer des vrais messages dans leur musique, tu vois. C'est un peu le côté obscur de la force du streaming, je trouve. Ouais, et c'est là que arrive mon gros côté de gauchiste là, c'est que c'est aussi dû à une économie qui provoque ça. Mhm, On est dans une économie de flux et on est dans une économie de masse. Tu ne fais pas une mhm, carrière de musicien à temps plein à moins d'avoir une logique de masse. Parce que tu peux pas mhm, vivre de ta musique sans avoir des dizaines de milliers d'écoutes, des centaines de milliers d'écoutes, des millions d'écoutes. oui. Tu peux pas, c'est Mhm, pas possible. Tu vas faire de la musique dans sa chambre. Et en plus, moi, ça me fait marrer toujours ces questions-là. Quand on dit, oui, mais si, regarde, tel artiste, il a fait son album dans sa chambre, hein, regarde. Oui, mais là, tu es en train de me parler du seul qui a marché sur 500 000 qui sont à la porte, hein. Donc, le côté, bien sûr. regardez, le self-made man, c'est magnifique. Non, mais arrêtez 2 minutes. Le self-made man, si vous le reconnaissez, c'est justement parce qu'il est l'exception. La règle, c'est pas celle-là, hein. La règle, c'est Mhm, quand t'es amateur. Tu fais ça sur ton temps libre, et c'est la galère, et c'est la merde. Parfois, il y en a qui mhm, ont un énorme coup de bol et qui arrivent à être mis sur le devant de la scène, et tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, et c'est ce que tout musicien espère secrètement. C'est oui. peut-être pas le succès démesuré avec les gens qui se jettent sur toi quand t'es dans la rue. Ça, Mhm, je pense que personne n'en a vraiment envie. Par contre, bien le sûr. côté de dire, hey, ma passion, ça devient mon métier. Franchement, qui n'en a pas envie, qui ne l'a jamais rêvé, hein. C'est clair. C'est Mhm. c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc voilà, enfin, c'est les artistes qui galèrent chez eux. Le seul truc que je vois, c'est que je pense qu'un artiste bien organisé peut encore s'en tirer pas trop mal. C'est-à-dire que le Mhm, côté, je sors mes albums, je sors un titre toutes les semaines. Si le truc a été composé en fait pendant 2 ans et que tout ce qu'il a gardé, c'est les dernières étapes de mixage et compagnie mhm. pour les distribuer un par semaine, mais en réalité, on n'a pas vu tout le boulot en amont, ça Ben oui. passe. Mais quelqu'un qui est capable de te composer, alors il y en a sans doute, hein, des staccanovistes qui sont capables de te sortir un album par semaine. Enfin, il y a des exemples dans l'histoire, hein. Zappa qui a fait 80, Mhm. et qui a fait plus de 80 albums studio. Moi j'aime beaucoup un Waouh. guitariste qui s'appelle Buckethead qui sort 3 albums par an depuis 10 ans. Mhm. Enfin, même plus que ça parfois. Il y a des moments, c'est quasiment un par mois. Bon, il y a à boire et à manger, mais il y en a qui arrivent à le faire. Mais bon, je suis Oui. pas certain que tu puisses garder. Et puis, à un moment donné, il faut aussi se dire, tu te mets en risque, quoi. À un moment, enfin, comment tu mets en valeur certains trucs dans ta Et à carrière quel si moment tu tu te sors trop? réinventes? Mais oui,
Enfin, il y a des moments, il faut sortir la tête de l'eau aussi. Oui. Parce que tu sais, quand tu as une carrière avec 150 morceaux, si tes 150 morceaux, tu les as fait sur 50 ans de carrière, évidemment, tu auras des moments avec des pics, avec des trucs qui sont plus connus que d'autres. Bien Si tu sûr. les as sortis en 6 mois, enfin, c'est exagéré, bien sûr, mais comment tu mets en valeur ceux qui sont mieux que les autres? Et puis, que deviennent Mhm. ceux que t'aimes bien, mais qui ont moins bien marché? Bah, t'as pas la place pour les faire vivre. C'est un peu dommage. Bah oui, bien sûr. Quels sont les artistes qui t'ont fasciné? Alors, depuis quelques années, j'ai tendance à vraiment rejeter très fortement l'idée d'idole, Mhm. parce que personne n'est fiable. Parce que tu auras toujours un moment où tu auras soit une déception, soit un moment où tu apprendras que l'artiste que tu aimais, qui t'avait l'air tellement sincère, est en fait une immonde saloperie. Donc j'ai tendance à vraiment me méfier du côté idolation. Mais il y a quand même Ok. des musiciens que j'admire pour certains trucs. Alors notamment, j'ai un guitariste que j'aime énormément, c'est Bumblefoot, Rontal, qui est en fait connu aujourd'hui pour avoir été un des guitaristes de Guns N' Roses pendant quelques années. D'accord. Qui est un musicien extraordinairement impressionnant en termes de composition. Ce mec a tout fait, et quand il t'a composé à 20 ans un album que des tas et des tas de gens ne composeront jamais dans leur vie, d'une complexité complètement folle et en même temps d'une légèreté sidérante. J'ai fait un épisode Mhm. d'ailleurs dessus. Ok. C'est des grosses influences jazz, c'est super technique en même temps, c'est que ça se prend tellement pas au sérieux, c'est bourré d'espèces de blagues. C'est de l'instrumental dans lequel on fait des blagues. Faut quand même y arriver. C'est lequel épisode? C'est un des. Alors ça date un petit peu, c'était un format que j'avais Mhm. lancé qui s'appelait Découvre ça. Et c'est Ron D'accord. Tal, The Adventure of Bumblefoot. Ok. Donc ça, c'est pour le côté guitare. Après, il y a en chant, je suis admiratif, et en carrière, je suis admiratif de Mike Patton. Parce que Mike Patton, c'est donc Mhm. le frontman de Faith No More, de Mr. Bungle, de Fantomas. Enfin, c'est un D'accord. gars qui a fait plein de groupes. Et en fait, lui, Ok. ce que je trouve génial, c'est que il se donne aucune limite. Le mec, il a fait des concerts de crooner, donc vraiment de crooner, hein, façon Sinatra. En même temps, il a fait des albums de musique bruitiste où où il passe son temps à hurler. Il a fait de la funk. Enfin, il fait tout et n'importe quoi. Il a aucune limite. En gros, c'est j'aime bien cette musique-là, je la fais. Et pourquoi je la ferais pas? Il y en a un autre dans le même genre, Ok. c'est Maynard James Keenan, le chanteur de Tool, que j'aime bien aussi pour cette raison-là. Donc ça, c'est vraiment les deux que j'ai le plus, qui m'ont le plus marqué dans mon parcours musical. Et puis après, il y a des groupes qui peuvent m'impressionner parce que, bah là, tu vois, dernièrement, Idols, ça a été mon dernier gros coup de foudre. Parce que eux, ils ont une musique qui est super cool, ils ont une vraie modestie et enfin, tu sais, c'est des gens très simples en fait, qui ont un succès de taré aujourd'hui, mais qui sont vraiment très simples, très sobres. Et en plus de ça, quand Mhm. tu lis les paroles et que tu vois le fond intellectuel derrière, alors, c'est un groupe de snowflakes, comme on dirait. C'est des fragiles. Parce que tu comprends, ils sont contre le racisme, le sexisme et tout ça. Donc en fait, c'est des victimes, c'est des fragiles. Parce que dans notre D'accord. joli monde à nous, euh, défendre ce genre de valeurs, ça fait de toi un faiblard. Alors, si c'est ça, bah, formidable, je suis un faiblard, génial. Et en fait, c'est un groupe qui cochait tellement de cases que je me dis, mais waouh, c'est le groupe dans lequel j'aurais aimé être, ne serait-ce que parce que bah, ils font des paroles super intelligentes sur des sujets passionnants. Enfin, Mhm. c'est social et tout ça, et en même temps, c'est malin, c'est malin. Et voilà, c'est un truc que j'aime bien. Tu vois, dans la musique, tu vois, on parlait souvent de la musique punk. Désolé, je digresse, mais dans la musique Vas-y, punk, vas-y. pendant longtemps, l'image, quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi le punk, c'est nos futurs, c'est l'anarchie, c'est le bordel. Alors, c'est Mhm. peut-être parce que c'était le truc qui créait la plus grosse distance avec la société de l'époque dans laquelle ça s'était inscrit, hein, avec l'ère Thatcher et tout ça. Aujourd'hui, les vrais punks, vraiment le truc le plus punk que tu puisses faire aujourd'hui, c'est faire un album entier où tu fais un album sur la cause féministe. Parce que là, t'es sûr que Ok. t'es sûr que ton album il va gêner, ouais. Là, tu vas te retrouver avec des Mhm. gens qui vont t'emmerder. Parce que on vit dans une société de merde de ce côté-là, et donc du coup, les vrais punks aujourd'hui, bah, c'est des donneurs de leçons. Et on Oui. vit dans une société dans laquelle les donneurs de leçons sont vus comme bah ouais, on dit snowflake, Paria. fragile. Bah voilà, moi je me situe là-dedans aussi. Et du coup, tous les groupes qui font ça de façon sincère, parce qu'après, le problème, c'est que aussi, tu vas avoir des dérives, hein, tu vas avoir des gens qui vont faire ça Bien sûr. pendant une période, et puis après, Mhm. ce sera, hop, c'est bon, j'ai trouvé ma fanbase, j'en parle plus.
Mais dans le Ouais. cas de Idols, c'est vraiment leur sujet de prédilection et ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que c'est un moment de ma vie où je me rends compte que toutes ces valeurs-là qui viennent de plus jeune un petit peu et qui se sont vraiment développées ces dernières années, ça coche les cases, ouais. Donc encore une fois, un rapport un peu intellectuel là-dessus. Est-ce que ta vision de la musique et de l'industrie musicale a du coup évolué, a changé? Qu'est-ce que tu peux, en retirer de toutes ces analyses qui sont du coup diverses et variées? Ben, je sais pas trop. J'ai pas comme j'ai pas accès au milieu musical, pro, je suis en Mmh. contact avec aucun producteur, avec aucun artiste reconnu, avec des dizaines de millions de vues, machin. Tout ça, moi, c'est un milieu que je D'accord. connais pas. Je suis comme Monsieur Tout le Monde qui fait son podcast dans sa piole. Et donc, du coup, de ce côté-là, j'ai gardé le même regard. Et d'une certaine manière, moi, écouter un morceau de 1930, écouter un morceau de 2020, je peux y découvrir les mêmes qualités, les mêmes défauts. Et non, mon regard sur la musique n'a pas tant évolué que ça. Et d'ailleurs, c'est même un de mes drames, c'est que je pensais que mon regard allait changer sur la musique avec le podcast. D'accord. Notamment parce qu'au début, je voulais pas que le podcast devienne le podcast d'analyse pur et dur. Mmh. C'était un truc parce que c'était comme ça que j'étais vu par mes potes et j'avais pas envie de ça. Et au final, OK. c'est devenu ça à 200% en fait. Mais aussi parce que les retours que j'ai eus, c'était ça, je l'ai pas entendu ailleurs, je connais personne qui le fait. Mmh. Et à un moment donné, ben, c'était ma plus-value, ma petite personnalité, mon petit truc. Tout comme tout à l'heure, je te disais, les artistes, faut reconnaître leur style. Bah voilà, en fait, moi, le podcast m'a permis en 3 ans d'accepter que cette partie-là de ma personnalité, ben, elle partira pas. Donc, et c'est même celle qui peut-être m'identifie le plus. Donc, il faut que je la creuse. Accepte-la et Mmh. fais-en quelque chose. Donc, mon regard sur la musique, il n'a pas du tout changé. Il changera sans doute en côtoyant, en rencontrant des artistes. Mais j'essaierai toujours de mettre une barrière parce que penser que le regard va changer en rencontrant des artistes, ce serait dommage. Parce que dans l'absolu, Mmh. le monsieur tout le monde ou madame tout le monde dans la rue ne rencontre pas les artistes. Donc le regard Non. d'auditeur de musique, il est plus important que le regard de personnes dans le milieu musical, à mon sens. Mmh. Parce qu'il est plus universel. Et donc aujourd'hui, tes auditeurs sont pas uniquement que des musiciens? Ah non, c'est même, j'ai pas l'impression d'avoir autant d'auditeurs musiciens que ça, hein. D'accord. D'auditeurs et d'auditrices, pardon, j'essaie toujours de faire attention à dire les deux. Et en fait, ouais, le masculin neutre, c'est de la merde. Et en fait, les artistes, enfin, les gens qui m'écoutent sont dans l'ensemble des passionnés de musique, ça c'est sûr. Mmh. Je touche pas autant les monsieur tout le monde que ce que j'espérerais, mais peut-être aussi parce que les choix que je fais sur les playlists et les albums que j'analyse, ben, c'est peut-être un peu moins ouvert. Alors c'était tout l'intérêt de faire l'épisode que j'avais fait sur Camille et qui avait permis de gagner un prix au Paris Podcast Le Festival. Paris Podcast Festival. Ouais. Mmh. Ça, cet album-là, je l'avais fait exprès parce que c'était un des rares trucs où quand je disais à ma mère tiens, j'écoute Camille, ça elle connaissait parce qu'elle avait entendu à la télé, quoi. J'écoutais des trucs trop pointus pour elle, donc je me disais ben ma mère ou n'importe qui d'autre, et donc du coup je me dis ben ouais, peut-être que ce serait intéressant aussi de traiter des artistes un petit peu plus sans aller jusqu'à mainstream, parce que des fois t'as des artistes Mmh. mainstream, t'as juste rien à dire dessus, hein. Oui. Là je me disais Camille, il y a plein de choses à dire, mais Mmh. cet épisode-là, il a touché plus de monde. Ok, mais est-ce qu'il a touché des gens qui vraiment n'écoutent pas du tout de musique, enfin écoutent juste de la musique comme ça de façon un peu distraite? Je sais pas. Je Mmh. pense que je touche surtout des gens qui ont quand même vraiment une adoration pour la musique, peut-être pas techniquement, mais qui en écoutent beaucoup. Et d'ailleurs, je m'en rends compte parce que moi, je passe souvent pour un demeuré parce que je reçois on me dit ouais, tiens, ce groupe-là, machin, machin et tout. Je dis mais je connais pas en fait. Je connais pas, j'écoute pas. Ou oui, je connais le nom, mais j'ai jamais écouté. Et des fois, même sur des Mmh. gros noms, sur des grosses références, et je dis bah je connais très mal. Tu vois, par exemple The Who, moi je connais 3 morceaux, quoi. Bah ouais, c'est pas une hérésie de pas avoir écouté les Who, hein. Et d'ailleurs, moi ça me fait toujours Absolument. marrer, c'est cette espèce de truc de genre tu dois connaître et adorer Led Zeppelin, les Beatles, les Who et les Rolling Stones. Excusez-moi, la musique elle a évolué après 70, hein. C'est comme tu Absolument. vois, à chaque fois je prends toujours le même exemple, hein. Philippe Manœuvre, dès qu'il ouvre sa tronche, c'est pour dire ouais, Iggy Pop et les Stooges, et tu dis il y a eu d'autres trucs après, mec, hein. La musique des années 90 elle est fantastique, c'est l'époque des mélanges et tout.
Il y a des trucs qui Ouais. sont fascinants. Il faut continuer à écouter de la musique de notre époque, des époques plus anciennes. Il faut aussi écouter des vieux trucs. Avec les Zig de Pod et tout le reste, j'ai écouté des trucs des années 30, 40. La musique, Énorme. c'est éternel, c'est génial. Il y a du bien dans tout et toutes les époques. C'est comme la littérature. Mhm. Mais les idoles des années 70, faut passer au-dessus de temps en temps. Et toujours est-il que, pour en revenir à ce que je disais, oui, il y a des trucs que je connais pas bien. Et quand je vois mes auditeurs, mes auditrices qui m'envoient des trucs qui pour eux sont super importants et que j'en ai jamais entendu parler, bah moi c'est génial. Je me dis juste waouh, donc ça, il y a quelque chose à aller chercher dedans. Alors des fois pas, hein. Des fois je me dis juste waouh, t'as un truc très personnel avec cet artiste-là, mais moi ça marche pas. Mais c'est pas grave parce que moi après je vais bassiner tout le monde à écouter Mr. Bungle et t'auras des gens qui vont écouter qui vont dire ouais, Mr. Bungle c'est juste le bordel en fait. Ça ressemble à rien, c'est le foutoir, c'est agressif, on comprend pas où ils vont. Bah oui, moi ça me parlait, et c'est un truc qui me parle, bah ça parle pas à d'autres, tant pis. Il y a autant de raisons d'écouter de la musique que de gens qui écoutent de la musique, c'est tout, c'est comme ça. Et avec tous ces épisodes, toutes ces analyses que tu as faites, tu es toujours autant motivé à prêter tes oreilles, à mettre en marche ton cerveau. Quelles sont les nouveautés, ou en tout cas, qu'est-ce que tu prépares pour du coup la saison 4 ? Alors pour la saison 4, j'ai plein d'envies, plein de projets. Je sais quelle sera la première analyse que je vais faire. Je vais travailler sur un épisode sur Émilie Simon. Parce que je m'étais rendu compte, parce qu'à force de faire mon pré-chi-pré-cha, il faut aussi parfois se remettre un peu en question. Et dans ma playlist, il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont des groupes essentiellement masculins et tout ça. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de rétablir un peu l'équilibre aussi de ce côté-là. Donc j'avais envie de traiter une artiste féminine et j'avais demandé sur Twitter, on m'a fait des listes d'artistes potentiels. Il y avait Lizzo, j'aime beaucoup l'album de Billie Eilish, alors j'aurais bien fait ça aussi. Et finalement, c'est Émilie Simon qui m'a bien plu parce que c'est français et tout, ça me plaisait bien. Je voudrais faire un deuxième épisode sur Stupéflip sur les deux albums qui ont suivi, donc sur Hypnoflip et sur Stupvirus. Parce que la carrière a vraiment évolué. Au départ, c'était vraiment fait pour être un diptyque avec les deux premiers albums, les deux suivants, parce qu'ils ont des caractéristiques communes entre eux, et il y a vraiment une césure entre les deux. Il y a l'épisode dont je parlais tout à l'heure sur le punk avec Alexis Poulain. Et puis des albums, généralement, j'ai pas trop de difficultés à en trouver. Le seul truc, c'est que j'essaie de faire en sorte que ce soit, si j'ai fait un album plutôt orienté pop, la fois d'après, il faut pas que ce soit un deuxième album de pop, quoi. J'essaie de varier comme ça. Puis après, ça vient selon les envies. Et je m'oblige pas à faire des trucs d'actualité, donc ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. On va pas tarder à terminer. Moi, j'ai quand même une question. Alors, c'est la question, parce que moi, mes auditeurs, ce sont des artistes qui développent leurs projets. Ce sont des professionnels qui accompagnent des artistes qui développent leurs projets ou qui redéveloppent des choses. En tout cas, le but du jeu, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un épisode, il y ait des conseils. Donc, quels sont les conseils que tu peux donner aujourd'hui aux artistes qui nous écoutent et aux professionnels qui nous écoutent pour les aider ou en tout cas leur permettre d'avancer dans leur projet ? D'éviter ce que je fais moi, c'est-à-dire d'être trop dur avec soi, parce que au bout d'un moment on finit par plus rien faire. Donc ça c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième, ça dépend si tu parles de faire vraiment de musique ou tu parles aussi de faire du podcast ou des trucs comme ça. Mais lancement de projet. Vas-y. De pas avoir peur de se planter, parce que après moi c'est mon côté enseignant, il y a que en te plantant que t'apprends, et celui qui se plante pas, celui qui fait rien, évidemment il se plantera jamais. Bien sûr. Pas hésiter à avoir de l'ambition, parce que c'est la fameuse idée de il y a que pour ceux qui vont nulle part que tu vas trop loin. Mais surtout, après c'est ce que je te disais en intro, rester modeste. Parce que les m'as-tu vu, les personnalités, les arrivistes, les gens qui écrasent les autres, alors peut-être qu'ils marcheront, peut-être qu'ils réussiront et peut-être qu'ils seront heureux comme ça. Ça n'empêche que c'est à cause de gens comme ça qu'on vit dans un monde qui n'est pas super reluisant et super agréable. Donc aussi garder de très très fortes valeurs, de se dire faire infiniment plus de bien qu'on ne fait de mal, voire ne pas faire de mal du tout. Toujours s'interroger sur est-ce que je fais pas de mal aux gens autour de moi, est-ce que ma façon d'évoluer est pas en train d'étouffer quelque chose.
Enfin voilà, c'est con, hein, ça fait très donneur de leçons, mais ça me semble très important. Mais sinon, ouais, le plus important, c'est se lancer et puis le faire avec le plus d'honnêteté et de sincérité possible. Et après, bon, aussi la question de rencontrer du succès, un public, que ce soit dans une entreprise ou autre chose. Bon, bah, quand c'est une entreprise, c'est chiant parce que c'est une question de viabilité. Quand c'est un projet plus artistique, l'avantage, c'est ça, c'est que tu peux faire ton truc dans ton coin, et si ça touche que 3 personnes, mais que ça les touche vraiment, bah, t'as gagné déjà. Voilà. À partir du moment où tu te mets pas en danger à côté parce que tu sabotes ton métier alimentaire, bon, bah, a priori, tu es libre de faire ce que tu veux, quoi. Ah oui, et un dernier conseil aussi, c'est pas un conseil parce que j'ai pas de conseil à donner sur cette question-là, mais j'aimerais tellement, dans le milieu de la musique et tout ça, qu'il y ait plus de nanas, en fait. Mais dans toutes les sphères, quoi. Et d'ailleurs, je dis ça en tant que garçon qui fait du podcast sur la musique, quoi. Mais je fais pas ça pour qu'on me donne des cookies non plus, mais le côté... Enfin, c'est terrifiant, tu vois. Je suis obligé toujours de faire gaffe à dire producteur, productrice, parce qu'en fait, dans toute ma vie, j'ai 33 ans aujourd'hui, j'entendais jamais le mot productrice, donc je sens que c'est pas naturel pour moi de le dire. Et pourquoi c'est pas naturel ? Bah parce que simplement, quand on regarde la musique, bah je suis désolé, mais c'est tout sauf paritaire. Et encore une fois, quand tu as des nanas qui sont présentes quand tu as des femmes qui sont présentes dans ce milieu-là, elles servent d'étendard. C'est le syndrome de la Schtroumpfette. Regardez, il y en a une. Bah oui, ça permet de bien éclipser qui en manque 99 autres. Bah voilà, quoi. Mais j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de femmes en fait dans tous les milieux musicaux, artistiques, etc. Et dans tous les corps de métier, c'est-à-dire aussi les intermittents, les techniciens, les techniciennes, tout ça, dans tout. Parce que c'est quand même un milieu trusté par les mecs. Et beaucoup moins joli qu'il en a l'air. Les concerts avec les mains au cul, les Riot Girls, le mouvement Riot Girl, il a dû émerger parce que simplement il y avait des nanas qui se rendaient compte que malgré tout le prêchi-prêcha des groupes de punk, bah, ça restait un truc qui s'adressait essentiellement aux mecs. Point. Voilà, donc j'aimerais bien ça. Absolument. Pour revenir un petit peu en arrière et rajouter ce que tu disais avant qu'on parle des femmes, moi j'aimerais aussi appuyer sur la notion de partage. Quand on fait de la musique, c'est pour partager quelque chose, pas uniquement des vues et des streams, les gars, mais c'est pour partager une vision, un message, un univers, quelque chose. Quand on crée quelque chose, qu'on a envie de montrer quelque chose, qu'on a un truc à dire, et c'est vraiment ça, je crois, le but premier, c'est de partager. Donc oui, alors s'il y a 3 personnes qui écoutent votre musique à l'instant T, et bah, peut-être que demain, il y en aura 10, et ça va continuer d'évoluer, et c'est génial, en fait. Mettre des steps, en tout cas des étapes à franchir, ou voilà, être bienveillant avec soi-même, et toujours être dans la notion de « je suis authentique, et je veux partager ça aujourd'hui ». Et pas se laisser happer par le fake, par le bling bling, le m'as-tu vu, la grosse tête, et succomber aux achats de pouces en l'air, aux achats de vues, parce que ces personnes-là n'existent pas, elles n'iront jamais à vos concerts, et je crois que on partage de la musique avec des gens. Mais je le dis souvent. Hein. Ah oui, non, mais c'est évident. Je radate à fond sur ce point de vue. Non, mais c'est absolument vrai. C'est du partage. De toute façon, tu fais de la musique, tu fais de l'art. Plus encore que l'idée de partage, c'est l'idée d'un don. C'est-à-dire que le partage donne l'impression d'une réciprocité. Quand tu fais de la musique et que tu fais un truc au départ pour toi, hein, la musique, je pense, enfin je sais pas si c'est le cas ou pas, mais j'ai pas l'impression que quand on compose tant ça pour les autres. Je pense qu'on fait les choses avant tout pour soi et qu'après on les donne. Et je trouve que c'est ça le truc le plus joli. Effectivement, si pour te lancer dans ta carrière de musique, tu as commencé par faire une recherche Google sur comment obtenir le succès, l'argent, les femmes ou les hommes, machin, t'es mal barré. T'es mal barré. Ou alors non, tu vas peut-être réussir, mais tu deviendras une pur produit. Ouais, j'allais dire une sale merde, mais mais voilà quoi. Enfin voilà, je suis plus sur l'idée que effectivement c'est un don et voilà. Et c'est très difficile, surtout quand il y a beaucoup d'artistes autour. On a l'impression qu'ils viennent juste d'arriver, tu sais, le cheveu dans la soupe, alors qu'en fait, il y a eu énormément de travail. Et des fois, c'est au bout de 10 ans. Et du coup, tous les autres artistes qui sont dans leur studio, dans leur chambre, qui sont en train de galérer, où c'est de la passion, qui est en mode side project, où tu taffes la journée et tu fais de la musique la nuit, ou vice-versa. Je sais à quel point c'est difficile. Je le sais parce que mon entourage
a été, et certains le sont encore dans cette situation-là. Mais c'est comme ça. Moi, aujourd'hui, le podcast a un peu plus de 6 mois. Mhm. J'enregistre dans mon bureau, j'ai des mousses tout autour. Mais c'est du fait maison. Et c'est trop cool, en fait, Bah oui. tu vois. Donc, c'est la même chose. Il faut avancer et pas se comparer. Et je sais à quel point c'est difficile. Mais il Tellement. faut faire avec ce qu'on a à l'instant T et y donner du cœur et du sens. Et c'est l'authenticité, la sincérité et le travail sur le long terme qui paye. Ouais, et puis il y a juste deux petites remarques. Désolé, je suis pas très bavard, mais ce que Vas-y, tu viens vas-y. de dire m'y fait penser. Se méfier de l'effet loop, c'est-à-dire quand tu produis quelque chose, que tu fabriques quelque chose, on te montre ce qu'on a envie de te montrer. Donc, alors je prends un exemple tout bête, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des personnes qui en voulant entrer en contact avec moi, avaient pas osé le faire, ou je sais pas quoi. Et je me dis, mais je suis personne, moi. Je suis un incite qui enregistre dans sa chambre à Valenciennes. Franchement, c'est ridicule. Donc voilà, donc ça, c'est l'effet loop. Donc des fois, on est fasciné par un artiste. Ouais, mais l'artiste, peut-être qu'il fait ses courses, il bouffe, il s'occupe de ses gosses. Enfin voilà quoi. Et le deuxième truc, c'est aussi sur la question du travail en amont. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est dans le milieu des graphistes que ça se dit beaucoup sur la question de la rémunération. Quand un graphiste demande 200 balles ou 300 balles pour faire un logo et qu'on lui répond c'est cher parce que ça va te prendre 5 minutes, la réponse que font les graphistes, c'est ça m'a pris 20 ans pour le faire en 5 minutes. C'est la réponse de Picasso à la base. Voilà. Ah, bah d'accord, je le savais pas, tu m'apprends ça. Bah c'est cool. Et bah dans ce cas-là, tu peux l'appliquer à la musique. Le fameux, le mec qui a fait le gars qui fait du beatmaking et qui t'a sorti un truc que t'as adoré sur YouTube, machin, et qui fait 600 000 vues. Bah en fait, le gars, il a bossé combien d'heures sur son ordi pour faire ça? Il a travaillé oui. combien de temps en musique en amont? Combien il en a écouté? Enfin, tu vois, c'est des trucs. Enfin, c'est pas. Bien sûr. À mon humble niveau, le podcast, si je peux dire tout ce que je dis, c'est parce que j'ai passé des centaines d'heures à écouter de la musique. Et si j'avais pas commencé ça tôt, il me serait impossible ou quasiment impossible de le faire aujourd'hui en l'improvisant, juste en me disant, allez, je débute. C'est un travail en amont, c'est tout. C'est quelque chose comme ça. Absolument. Et c'est tout l'intérêt de Justin Tune, finalement, c'est de mettre en lumière le travail des personnes qui travaillent Ouais, dans l'industrie c'est musicale. du travail. C'est ça, c'est du travail. C'est des gens passionnés, certes, mais c'est du travail. Et ils ont des métiers, avec chacun un fonctionnement différent des autres. Donc, déjà, décloisonner entre les métiers. 2, mettre en lumière les parcours, les expériences, les échecs, parce qu'il y en a. Il y a des mauvaises rencontres, il y a des échecs, il y a des bourdes, c'est comme ça. Mais aussi, et là, du coup, je rejoins le point sur les femmes, c'est que j'ai mis un point d'honneur dès le départ à ce que mon podcast soit paritaire. C'est-à-dire que j'ai autant d'hommes que de femmes. Je crois que même avec tous les enregistrements que j'ai faits là pour la saison 2, j'ai un peu plus de femmes. Cool. Mais voilà, il y a le mot industrie, donc c'est des gens qui travaillent, des vraies personnes. Bah oui. Et donc, il faut les comprendre, il faut les connaître, et ça inspire. Et quand on apprend des autres et des parcours des autres, des fois, on gagne du temps sur leur apprentissage à eux. Et je trouve que c'est tout l'intérêt, en fait, de rencontrer des gens et de parler. Et comme je parle avec toi aujourd'hui, je trouve ça très cool. Et je te félicite en tout cas de faire les choses de façon paritaire parce que c'est bien trop rare. Et comme je te disais, j'échappe pas à la règle et j'ai l'impression que c'est surtout les femmes qui se posent cette question-là. Oh, je me demande bien pourquoi. Voilà. Alors, si tu veux, je peux te faire des recos d'épisodes à écouter. Tu peux aller directement voir Avec plaisir. l'épisode, enfin plutôt écouter Diane, tour manager. Après, il y a Camille Maton, il y a Hélène Meignier. Camille Maton qui fait partie de La Petite. Hélène Meignier qui est bookeuse dans le rock. Cool. J'ai des super women dans le podcast. Et puis voilà, après, tu peux fouiller. Mais oui, moi, c'était vraiment hyper important. Et j'exerce aussi dans l'industrie musicale, pas que par le studio, mais avant en étant simplement chef de projet, communication, marketing digital. J'ai souvent été la seule meuf. Et j'ai souvent été la dernière roue du carrosse, en tout cas, c'est ce qu'on appelle quand il n'y a plus le choix. Voilà, ma parole avait moins de valeur. Ouais. Donc du coup, j'ai pris beaucoup plus de temps à me former et à informer les personnes qui étaient autour de moi. Et puis je me suis fatiguée en fait à faire de la pédagogie à un petit noyau qui ne m'entendait pas finalement. Et du coup, j'ai arrêté de travailler dans la musique. J'ai dit allez stop, j'ai arrêté mes contrats. Et donc j'ai lancé le podcast parce que en fait. Parce que je dis à un petit groupe d'amis artistes, il faut en faire profiter à plus grand nombre, il faut décloisonner et la musique, certes, ça peut être un milieu difficile et quand on l'apprend
on a l'impression qu'il faut être privilégié et élitiste. Mais en fait, on peut avancer, et t'en es la preuve, on peut avancer soi-même en étant passionné, autodidacte, curieux. Et pour ça, il faut s'intéresser aux autres et aux personnes qui y sont déjà. Et donc, tout est là, en fait. Just in Tune, c'est tout ça. Ben c'est joli. Voilà. Et c'est joliment dit. Mais Merci. c'est bien que tu puisses en parler de ça. Et, franchement, si tu pouvais même trouver une façon dans ton format de traiter cette question-là, ce serait top. Parce que l'énergie gaspillée sur le fait de juste rattraper la légitimité, pour les personnes qui comprennent pas les problématiques liées au féminisme, etc., c'est la première, c'est de dire... Tout ce que je vais faire va être plus coûteux en énergie parce que avant même de faire la même chose que toi, monsieur, je vais devoir montrer ma légitimité. Donc, du coup, gaspiller 20% d'énergie ou 50% ou 100% d'énergie de plus que toi. Et ça, c'est pas possible, quoi. En étant moins payé la plupart du temps, enfin bref, tous ces trucs-là. Et puis en plus, en passant pour la chieuse. En plus, parce que finalement, tu poses des questions et puis tu te formes et tu t'informes. Donc du coup, tu dis, mais non, les gars, le contrat, il fonctionne pas du tout. Que vous êtes en train de proposer là, l'artiste, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites ? Ah bah si. Donc du coup, t'es la chieuse, du coup, tu te fais un peu, non pas blacklister, mais tu sais que tu déranges. Ouais. Et donc voilà, à la fois, il faut plus travailler pour avoir de la place. Pour avoir la même chose. Et en même temps, ta place, on te la donne difficilement parce que tu la prends trop. Tu vois l'ambivalence du truc ? Ah mais complètement. Mais ça, c'est des questions c'est des discussions que j'ai, notamment avec Camille Maton, avec Hélène, avec Émilie Gonneau, même sans parler de féminisme à l'intérieur du podcast, forcément, on en parle parce que je leur demande de parler de leur carrière. Ouais, donc, on a ces problématiques-là. Je vais écouter ces Diane épisodes-là. qui dit qu'elle a carrément lâché une tournée. Alors, elle ne dit pas de quel groupe ni de quel artiste, parce qu'elle était la seule femme et que c'était pas très facile pour elle de vivre. Je connais cette histoire. Alors, attends, c'est pas une histoire, mais du coup, je crois que j'ai déjà écouté cet épisode. Il me semble. Avec Diane ? Il me semble. Théodorie ? Il me semble. Okay. Parce que ça je me souviens avoir entendu parler quelqu'un de ça. Mais je réécouterai ces épisodes-là avec attention. C'est vrai que j'ai découvert ton format quand tu t'es entré en contact avec moi et c'est des choses que j'ai à rattraper, donc je le ferai avec beaucoup de plaisir. On a encore des trucs à dire, on a fait un super grand tour là. Ouais, je pense qu'on a fait un très grand tour. C'est pas mal. On est bon. Ça va être dur sur le montage. Franchement, je sais pas ce que je vais pouvoir couper. Bon, garde tout. Ouais. Ouais, y a pas de problème. Merci beaucoup, Dame, pour tout ça, ce temps. Et en plus, du coup, là où on enregistre l'épisode, c'est au mois d'août. Donc, en plein avant départ de vacances. Donc, merci pour tout ça, tes conseils. Et c'était génial. Moi, j'ai passé un super moment. Merci pour ton accueil, Justine. C'était très bien et très agréable. À très bientôt. À très bientôt. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Just in Tune. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Just in Tunes. Tunes.